Bonsoir à tout le monde et surtout à Sébastien Dormeron que je connais bien. On a traité plusieurs sujets et ce soir c'est un sujet toujours de l'actualité tandis qu'on a traité déjà dans le passé, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et le burn-out c'est absolument pas fini. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on s'occupe d'une réflexion profonde comme le livre l'indique bien pour réfléchir à ce qu'on n'est pas en train de le voir tout près de chez nous dans notre entourage ou bien le vivre nous-mêmes. Et vous savez bien mon engagement vers d'abord les enfants qui ont besoin d'une éducation plus équilibrée dans la manière où on est fier de soi. C'est un peu le problème, je pense, d'un burn-out, mais tu connais le sujet bien sûr, techniquement mieux que moi maintenant. Mais le problème, c'est toujours vouloir faire mieux. Et je pense qu'il faut qu'on commence à se dire tout ce qu'on sait faire. Je suis un peu de la même génération qui ont vécu seulement il faut toujours faire mieux et prouver ce qu'on sait faire. Et encore et encore et encore, et puis on ne met jamais de l'accent sur ce qu'on sait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les outils, on a la connaissance de certaines personnes comme Sébastien Dormeron, on a des livres, et il faut vraiment qu'on fasse un constat, au moins déjà un constat, c'est le début toujours d'une amélioration, et on se rend bien compte qu'il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent être des personnes à risque. Nous, on en a eu dans la famille plusieurs, une jeune femme, 30 ans, qui un jour amenait les enfants à l'école, les petits, et puis en revenant vers la maison, elle tombait devant sa porte. Tombait, comme ça, parce que c'était la limite, elle ne pouvait pas plus. Donc il y en a qui s'expriment par, en général ça soit physiquement aussi, mais il y a toutes sortes de formes et il faut qu'on soit au courant que ça existe, qu'on essaie de les aider. Ça prend du temps après, ça prend beaucoup de temps. Souvent, on ne peut pas revenir dans le même schéma parce qu'évidemment, on a vécu des choses trop difficiles. Et puis, je suis très contente et je remercie encore une fois Sébastien pour faire un exposé plus clair pour qu'on avance dans ce sens de meilleure prise en charge, une meilleure compréhension et que surtout ça nous arrive jamais. Alors moi je suis maintenant vieille, on peut espérer que j'ai passé l'âge. Tu crois qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a un âge d'ailleurs? Je crois pas, non. Je crois pas qu'il y ait... Non. Mais il y a peut-être beaucoup dans la conquête d'une reconnaissance professionnelle, non? Oui, ça en fait partie, oui. Donc du coup, petit à petit... Est-ce qu'il y a un âge pour la reconnaissance professionnelle? Petit à petit, je commence à croire que je sais faire à peu près le métier libraire, donc du coup, c'est bon. La confiance vient avec. Ouais. Merci et puis... Merci Anne-Sophie. Merci. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va parler du burn-out. Et le burn-out, tout le monde en parle, il y a des éléments quand même à préciser dessus. Et on va voir une définition en fait du burn-out qui est double. La première définition, c'est une définition qu'on pourrait dire médicale, qui comprend 3 éléments, qui comprend l'épuisement émotionnel, l'épuisement cognitif, c'est-à-dire la capacité d'attention, de concentration, de réflexion qui s'est épuisée. Et puis il y a un sentiment de dépersonnalisation qui est présent. Alors ça, c'est une définition qu'on retrouve auprès des sites, des associations officielles en charge de la santé et de la sécurité au travail. C'est aussi ce qu'on retrouve pour la Haute Autorité de la Santé et globalement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, présente le burn-out de la même manière. Alors, d'un côté, on a une définition comme ça. En France, le rapport de la Haute Autorité de la Santé sur le burn-out s'appelle syndrome d'épuisement professionnel, donc il faut plusieurs éléments. Et à côté de ça, on n'a pas de diagnostic médical de burn-out. C'est-à-dire que quand une personne est en burn-out et qu'elle va voir son médecin, eh bien son médecin ne peut pas poser comme diagnostic burn-out. Pour 2 raisons. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de référence médicale vraiment précise dessus, malgré les définitions de la Haute Autorité de la Santé, etc. Et la deuxième chose, c'est que le médecin de famille, le médecin généraliste, ne peut en aucun cas dire que l'état d'épuisement de son patient est lié au travail. C'est-à-dire qu'il ne peut se baser que sur le récit du patient, qui est de bonne foi, évidemment, mais lui, le médecin, d'abord n'est pas formé pour analyser les conditions de travail, ce n'est pas un médecin du travail, c'est un médecin généraliste, et puis il ne peut pas se rendre dans l'entreprise pour évaluer ça et faire le lien entre les deux. Donc les médecins généralistes, ou psychiatres d'ailleurs, ne peuvent pas poser de diagnostic de burn-out, ce qui fait que le diagnostic qui est posé, c'est un diagnostic qui n'a
pas grand-chose à voir. Donc c'est soit syndrome anxio-dépressif, trouble anxieux. Au Québec, par exemple, on parle de troubles de l'adaptation. Voilà. Donc ça, c'est la définition médicale qui pose problème, hein, puisque le diagnostic de burn-out n'est pas posable par un médecin. Et en même temps, on a quand même une description, hein, donc les 3 éléments, épuisement émotionnel, épuisement cognitif sur la capacité de traiter l'information, de réfléchir, et puis sentiment de dépersonnalisation. Ça, c'est une définition. Et puis, on pourrait faire une deuxième définition qui serait juridique du burn-out. Et on pourrait dire que le burn-out, c'est l'échec de la prévention des risques psychosociaux. Et ça, c'est important parce que, en fait, travailler, c'est dangereux pour la santé. Alors ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, si on est couvreur, charpentier-couvreur, on sait que travailler, c'est dangereux parce qu'on est sur des toits, on risque de glisser, de tomber et de mourir dans la chute. Donc ça, c'est évident. Travailler dans un bureau, ça paraît moins évident que ça peut être dangereux pour la santé. Pourtant, ça peut l'être. Alors, santé physique, il y a plein de choses. Hein. Dans les bureaux, il peut y avoir des problèmes de l'air ou des choses comme ça. On peut monter sur une chaise pour prendre un dossier en haut et tomber. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle donc les risques psychosociaux, les RPS. Et dans l'histoire des RPS, en fait, on est arrivé en France avec d'abord des directives européennes, des accords qui ont été faits en France sur le stress, sur le harcèlement. Et puis, à la fin des années 2000, en 2008, il y a eu un premier rapport qui a été rendu par M. Nass et M. Légeron, un magistrat et un psychiatre, à la demande de Xavier Bertrand, qui était ministre du Travail à l'époque. Et donc, ça a été un premier rapport sur les risques psychosociaux. Et de ce premier rapport, il en a commandé un deuxième, qui a été beaucoup plus important, avec un collège d'experts d'une 20aine de personnes, et qui a donné un rapport qu'on appelle le rapport Golac en 2011. Et ce rapport liste 6 risques psychosociaux dans le cadre d'une activité professionnelle. Alors, dans les risques psychosociaux qui sont listés, il y a l'intensité et le temps de travail. L'intensité, c'est la charge de travail. Le temps de travail, c'est combien d'heures on travaille. Il y a les relations sociales au travail. Il y a l'autonomie que l'on a dans le travail. Il y a l'insécurité. Il y a les exigences émotionnelles. Et puis, il y a le conflit de valeurs. Voilà. Donc ça, c'est 6 domaines qui représentent un risque pour la santé mentale des personnes qui travaillent. Et on s'aperçoit très vite que les risques psychosociaux, en fait, ils ne sont pas cantonnés à la sphère professionnelle. C'est-à-dire que les relations sociales, oui, elles peuvent être compliquées au travail, mais à la maison aussi, elles peuvent être compliquées, avec les amis aussi, avec la famille aussi. Et donc, ce sont des situations qui sont transversales, qui ne sont pas spécifiques au travail. L'autonomie, qui est dans les risques psychosociaux également. Quand vous avez un enfant de 4 ans et que vous attendez de lui qu'il se lave les dents tout seul le soir et le matin, peut-être qu'il est prêt pour être autonome comme ça, peut-être qu'il ne l'est pas. Et s'il n'est pas prêt, eh bien, il va être en difficulté, voire en échec éducatif, et vous aussi, vous allez vous fâcher après lui, il n'y arrive pas. Donc ces questions d'autonomie, de relations sociales, d'exigences émotionnelles, etc., ce sont des éléments qu'on retrouve dans la vie. Et puis, évidemment, l'entreprise n'est pas coupée de la vie, donc on les retrouve aussi dans le cadre du travail. Et le Code du travail nous dit que l'employeur a l'obligation de prévenir ces risques psychosociaux. Il y a un document unique d'évaluation des risques qui doit être dans chaque entreprise. Et dans ce document, on va évaluer tous les risques, risques de chute, risques chimiques, thermiques, etc., y compris les risques psychosociaux. Et donc, quelqu'un qui arrive en état d'épuisement professionnel, qui est en burn-out, eh bien, c'est que la prévention de ce risque-là a échoué. Voilà. Et donc, il y a une possibilité de recours en justice pour faire reconnaître ce burn-out comme étant lié aux conditions de travail, avec une difficulté importante, c'est que lorsqu'on est en burn-out, on n'engage pas de procédure en fait en justice. On est fatigué, épuisé. En général, on fait du canapé au lit et du lit au canapé pendant des semaines, voire des mois. Et ce n'est que quand on va mieux que l'on envisage peut-être de faire une démarche pour faire reconnaître notre burn-out comme un élément lié au travail. Et là se pose un problème, c'est que le médecin qui va instruire le dossier pour cette reconnaissance-là, parce que ça passe en commission, il n'y a pas dans le tableau des maladies professionnelles, il n'y a pas le burn-out. Donc il faut que ça passe dans une commission particulière. Et le médecin qui instruit le dossier, lui, eh bien, il voit le travailleur au moment de l'entretien.
Donc si la personne a 6 mois d'arrêt de travail, elle va beaucoup mieux 6 mois après que 6 mois avant. Elle va beaucoup mieux avec 6 mois de repos que le jour du burn-out, où ça se déclenche. Donc elle va constater finalement une incapacité de travail qui va être faible, parce qu'elle va mieux. Et tant mieux qu'elle aille mieux, c'est bien. Mais par contre, pour instruire le dossier, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a une difficulté là de reconnaissance du burn-out. Donc, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, ce n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles, mais on peut le faire reconnaître. On peut instruire un dossier, mais quand on l'instruit, généralement, on n'est plus en situation de burn-out, donc on ne peut pas le prouver. Vous voyez, c'est une impasse. Donc il faudrait que chaque travailleur, travailleuse qui est en burn-out, eh bien, demande à instruire un dossier au début. Mais ça veut dire peut-être voir un avocat, voir le médecin du travail au début de l'arrêt, pas juste à la visite de reprise à la fin, mais au début, voir son médecin, voir le médecin qui instruit le dossier, ça fait beaucoup de choses. Et la plupart du temps, quelqu'un qui est en burn-out ne peut pas faire ça. Donc voilà, donc il y a une limite sur ça. Et puis, à côté de ces deux définitions, médicales et puis juridiques, il y a un troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est un double élément qui est l'extension et la dilution du sens. Le burn-out, c'est un état d'épuisement. Et avec ça, il y a une ambiguïté en fait dans le langage qui fait que l'épuisement, ça peut être la chose en train de s'épuiser ou l'épuisement avéré. Dans le burn-out, ce n'est pas l'épuisement en train de se faire, c'est l'épuisement avéré. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, on ne peut plus penser, réfléchir. Un ami qui a fait un burn-out et qui a écrit un livre qui s'appelle Burning Out, Xavier Ménard, qui avait d'ailleurs fait une présentation ici de son livre, eh bien, il me disait que, et puis il a écrit dans le livre, que simplement le téléphone qui sonne chez lui était une source de stress. Voilà. Et donc, dans cette situation-là d'épuisement, eh bien, on ne peut plus rien faire. Dans la fatigue, on peut encore faire des choses. Et donc, cette dilution du sens de burn-out fait qu'on confond l'épuisement en train de se faire, c'est-à-dire la fatigue, et puis l'épuisement avéré. Donc, on voit des gens qui sont fatigués, peut-être très fatigués, et qui vont prendre une semaine d'arrêt ou 2 semaines ou un peu de vacances, et qui vont dire « Ah, je suis en burn-out » et 2 semaines après, ils repartent et ça va bien. Ce n'est pas un burn-out, ça. Ça, c'est une grande fatigue, d'accord. Mais ce n'est pas un burn-out. Alors, le risque de burn-out est très probablement très élevé, évidemment. Mais ce n'est pas du burn-out. Et c'est ce qui fait qu'il y a des enquêtes qu'on voit dans la presse, et récemment, il y en a une qui est encore parue, où on nous dit qu'il y aurait 2 550 000 personnes en burn-out en France. Ce n'est pas vrai. Ça représente à peu près un travailleur sur 10, un actif sur 10. Il n'y a pas une personne active sur 10 qui est en arrêt de travail pendant 6 mois en ce moment en France. Donc ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, pour pouvoir évaluer ça, il faudra avoir accès aux fichiers de l'assurance maladie et voir qui est en arrêt de travail et pour quelles raisons. D'abord, on n'a pas accès aux fichiers de l'assurance maladie, évidemment. Et puis, comme il n'y a pas de diagnostic de burn-out, on ne peut pas séparer qui serait en arrêt de travail pour une grande fatigue ou qui serait en arrêt de travail pour un épuisement ou pour autre chose qui n'a rien à voir. Un vrai trouble anxieux, par exemple. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il y a des enquêtes qui sont faites et qui sont importantes, utiles, qui sont des enquêtes qui sont faites auprès de salariés en exercice, en situation de travail. Et les questionnaires utilisés sont des questionnaires qui, eux, en fait, évaluent le niveau critique de fatigue professionnelle. Voilà. Donc, ces articles, quand ils nous disent qu'il y a 2 550 000 personnes en burn-out, en fait, non. Il y a 2 550 000 personnes à fort risque de burn-out, ce qui est quand même très différent. Et donc, ces personnes-là, on peut quand même les rattraper. On peut agir de manière à ce qu'ils ne s'épuisent pas et qu'ils ne soient pas effectivement 3 mois, 6 mois, 1 an en arrêt de travail. Dans l'enquête que j'ai faite, la durée moyenne de l'arrêt de travail, c'est quand même 1 an. C'est beaucoup. Quand je dis la durée moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à 2 ans. Voilà. Et on me disait récemment qu'il y a des études qui montrent que en fait, le taux de récidive à 5 ans, c'est de 50%. Voilà. Donc, il y a vraiment une nécessité de prévenir ces risques psychosociaux-là. Et donc, voilà, ça c'est la dilution du sens de burn-out, donc différencier ce qui est de la fatigue et qui est un signe d'alerte et qu'il faut prendre en compte et il faut agir dessus, bien évidemment, de l'épuisement où là, la personne est incapable de travailler,
de lire des mails, de lire tout simplement un livre. Et j'avais une personne comme ça en consultation qui me disait que simplement faire le petit déjeuner le matin l'épuisait, après elle allait dormir. Voilà. Et c'était une haut fonctionnaire qui avait un poste à haute responsabilité nationale et qui fournissait une quantité de travail qui était impressionnante avant. Voilà. Donc ça, c'est la dilution du sens. Et puis l'extension du sens, on parle du burn-out de tout maintenant. Voilà. Il y a le burn-out parental, il y a le burn-out du colibri, etc. Et donc, il y a cette extension du sens qui va vers la fatigue, généralement, et pas l'épuisement. Le burn-out parental, les gens sont très fatigués, et peut-être de la vie familiale et avec les enfants, mais ils ne passent pas toute leur journée au lit, en fait. Voilà. Donc on a ces éléments-là. La définition médicale, une définition juridique qu'on pourrait proposer, et puis cette extension, cette dilution du sens. Alors, ce projet de travail sur le burn-out, en fait, il a quelques années parce que j'avais une activité de psychopraticien où j'avais en consultation des salariés qui étaient en état de burn-out, donc en arrêt de travail, généralement pour 6, 12 mois ou un peu plus, et qui m'étaient adressés par le médecin généraliste. Et à chaque fois, je me disais, finalement, si on était intervenu quelques semaines plus tôt, on aurait pu éviter le burn-out. Et donc, ça me trottait dans la tête le fait de réfléchir à ça, de travailler dessus. Et puis, j'avais publié un premier livre chez un éditeur, et après, je lui avais dit, on pourrait peut-être travailler sur ça, le burn-out, et il m'a dit d'accord. Alors, j'ai passé 6 mois à réfléchir comment aborder la question du burn-out, parce qu'il existe beaucoup de livres sur le sujet. Alors, je ne voulais pas refaire ce qui existait déjà, je ne voulais pas faire un livre de témoignages de patients, je ne voulais pas réécrire ce qu'on peut lire partout. Et donc, j'ai pris 6 mois de réflexion et j'ai décidé de partir d'une enquête. Et là, en fait, j'ai eu une chance inattendue, c'est qu'on s'est retrouvé à un premier confinement. Et donc, mon activité professionnelle s'est arrêtée. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mes journées, évidemment. Parce que moi, mon activité, ce n'était pas du télétravail. Là, ça s'est vraiment arrêté. Et donc, en fait, j'ai démarré l'enquête. Donc, j'ai pris des contacts dans une quinzaine de pays francophones et j'ai fait des entretiens avec des professionnels du milieu du travail, donc avec des managers, des responsables de ressources humaines, des assistantes sociales. J'ai fait des entretiens avec des professionnels de la santé, donc des médecins généralistes, des psychiatres, des médecins du travail, des médecins conseils de la sécurité sociale. J'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient aussi en situation de burn-out. Tout ça dans une quinzaine de pays francophones pour avoir un regard décentré de la situation française. Vous savez, en France, quand un cadre quitte le travail à 17h, on a tendance à penser qu'il ne fait pas grand-chose et le regarder mal. Il suffit de passer les frontières françaises. Et le fait de quitter le travail à 19h30 ou 20h, on le regarde très mal, celui-là. Donc la culture entre les pays est différente. Et en France, on est plutôt sur une culture de l'investissement en termes de temps, de quantité de temps de travail. Et plus on a une quantité élevée, et plus c'est valorisé. Et donc, j'ai fait ces entretiens-là, ce qui a permis de voir que finalement, la question du travail, de son épuisement, varie en fonction des pays. Ça, c'est évident. Le choix des pays francophones, c'est 2 choses. C'est que c'est plus à l'aise pour moi de parler en français que dans une langue étrangère. Mais c'est un élément principal. Mais l'autre élément aussi, c'est que, en fait, dans les autres pays, notamment en Afrique, par exemple, le droit du travail est calqué sur le droit du travail français, puisque ce sont des anciennes colonies, pour la plupart, ou des colonies belges. Et donc, cette Afrique francophone a un droit du travail qui est issu d'une autre. Et donc, ça permet d'avoir des similitudes et des comparaisons. Donc, il y a eu ces entretiens-là. Il y a eu un questionnaire qui a été rempli par une centaine de personnes en arrêt de travail. Et puis, j'ai fait deux autres enquêtes. Une qui était au début du confinement, de la pandémie, sur les effets du télétravail sur la santé, avec l'évaluation d'un éventuel risque d'épuisement. Et puis, j'ai refait la même enquête, mais 1 an après, donc au printemps dernier, pour voir cette évolution, justement. Est-ce qu'il y avait
une diminution des facteurs de risque ou une augmentation de ces facteurs de risque. Voilà. Et donc, de ces enquêtes-là, de tous ces entretiens, j'ai fait plus de 200 entretiens qui duraient environ 1 heure et qui étaient des entretiens libres. C'est-à-dire que je n'avais pas une série de questions auxquelles j'attendais une réponse. Je commençais par demander aux personnes, alors le burn-out, vous en pensez quoi? Et puis la conversation avançait comme ça pendant 1 heure. Et donc, je ne savais pas où j'allais en fait. Moi, j'avais ma petite idée au départ, évidemment, puisque j'avais vu des dizaines et des dizaines de personnes en burn-out. Donc, j'avais ma petite idée. Et puis, ma petite idée a été un petit peu modifiée avec toutes ces enquêtes-là. Et donc, ce qui s'est dégagé progressivement, c'est qu'il y avait des paradoxes. Différents paradoxes qui n'étaient pas souvent soulignés. Alors, il y a un paradoxe médical, par exemple. Je vous ai parlé de la question de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, etc. Donc ça, c'en est un. Il y a un autre paradoxe qui est que la plupart des personnes en burn-out, lorsqu'ils sont pris en charge par la médecine, ils sont pris en charge par du repos, donc un arrêt de travail, et puis, la plupart du temps, par un antidépresseur. Voilà. Et puis un anxiolytique pour accompagner au début. Et donc cet antidépresseur, lui, dans le cerveau, il agit sur de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui régule l'humeur, en fait. Quelqu'un qui est en burn-out, ce n'est pas une dépression de l'humeur, c'est un épuisement, une très grande fatigue qui va jusqu'à l'épuisement. Alors l'humeur peut être déprimée en plus, mais pas toujours, et c'est une conséquence, c'est en deuxième ligne que ça arrive. Et donc la médecine agit sur ça, plutôt sur la sérotonine avec des antidépresseurs. Certains antidépresseurs agissent aussi sur la noradrénaline, qui elle active la capacité d'attention, c'est un antidépresseur stimulant, vous en avez qui sont sédatifs, qui calment, qui font dormir, et d'autres qui sont plus stimulants. Et donc, ça c'est un paradoxe médical, c'est-à-dire que quelqu'un qui est épuisé n'arrive plus à se concentrer, à réfléchir, à mémoriser, et ça dans le cerveau c'est plutôt la dopamine qui active ces circuits-là. Le trouble du déficit de l'attention est un trouble qui amène des difficultés d'attention, de concentration, donc de réflexion, de mémorisation, et c'est la dopamine qui est convoquée. Et lorsqu'un médecin prend ça en charge, il met un médicament qui agit sur la dopamine. Dans le cadre du burn-out, on ne met pas ça en place, on met un médicament sur la sérotonine. Et un certain nombre de personnes en burn-out, en arrêt, eh bien, témoignent du fait que l'antidépresseur n'agit pas vraiment. Il n'y a pas l'effet attendu par le médicament. Et pour cause, ce n'est pas la bonne cible dans le cerveau. Donc ça, c'est un premier paradoxe, qui est un paradoxe qui est déjà un peu souligné. La Haute Autorité de la Santé a publié un article indiquant que dans la prise en charge du burn-out, la seule prise en charge par antidépresseur était insuffisante et qu'il fallait différencier ce qui était d'un état de dépression de l'humeur et d'un état d'épuisement. Et donc, il avance. Alors, ils ne vont pas jusqu'à parler des neurotransmetteurs qui seraient impliqués, etc. Mais on le sent en filigrane que ce n'est pas comme ça. Et puis, il y a aussi une méta-analyse qui a été faite assez récemment. Donc une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs études et qui montrait que la prise en charge du burn-out par seulement l'antidépresseur et le repos était insuffisante et voire n'était pas efficace. Et c'est peut-être pour ça, je dis bien peut-être, que le temps de convalescence est si long, parce qu'on n'apporte peut-être pas au cerveau les nutriments dont il aurait besoin. Donc ça, c'est un paradoxe médical. Sur le plan sociétal, il y a un autre paradoxe, qui est que chez les travailleurs, dans l'entreprise, on veille à la qualité de vie au travail, de plus en plus. Et cette qualité de vie au travail, en fait, elle comprend plein de choses, y compris l'articulation vie personnelle, vie professionnelle, qui a été mise à mal avec le télétravail du premier confinement, où on découvrait en partie le télétravail. Et cette articulation, vie personnelle, vie professionnelle, l'entrepreneur, enfin l'employeur, se doit de la faire respecter auprès de ses salariés. Donc il doit veiller à ce qu'il y ait un temps de travail et un temps de repos, et que le salarié respecte ce temps de repos. C'est-à-dire, si le salarié ouvre son ordinateur à 22h30, à 23h ou à 6h du matin et qu'il envoie des mails, le devoir de l'employeur est de lui dire « Écoute, là, ce n'est pas ton temps de travail, c'est ton temps de vie personnelle, tu ne dois pas faire ça. Tu dois respecter l'horaire. » Alors, il y a des entreprises qui mettent des messages, qui s'affichent. Si le cadre
ouvre son ordinateur, il y a un message, vous êtes en dehors des temps, bon, ça n'empêche pas de continuer, il faudrait quelque chose qui bloque, et il y a des entreprises qui le font. Et donc, la loi nous dit, voilà, le travail est réglementé, il y a un temps de travail, il y a des forfaits, cadres, etc. Il faut veiller à ça. Quand on est à la maison, on est à la maison, on ne travaille pas. Or, toute l'éducation que l'on a sur le travail est le contraire. C'est-à-dire que la première fois où quelqu'un travaille, ce n'est pas la première fois où il entre sur le marché de l'emploi. Il faut différencier ce qui est travail et l'emploi. L'emploi, c'est le fait d'être employé, à faire un travail. Mais le travail, lui, il existe depuis notre petite enfance. Quand vous allez chercher votre enfant à la sortie du CP, vous ne lui dites pas « mon chéri, ma chérie, est-ce que tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» Non, on lui dit « est-ce que tu as bien travaillé ?» On lui dit « est-ce que tu as bien écouté la maîtresse ?» Est-ce que tu as bien fait tout ce qu'elle t'a demandé de faire? Et donc le travail, c'est quelque chose qui existe depuis la plus tendre enfance. En fait, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui fait des mathématiques appliquées à la finance à l'âge de 30 ans, quelqu'un qui fait des mathématiques à l'âge de 20 ans, peut-être appliquées à la finance, mais dans le cadre de ses études, quelqu'un qui fait des mathématiques en classe de 4e, et un enfant de 6 ans qui fait des mathématiques, où il va résoudre des problèmes aussi, et où il va faire des calculs. C'est la même chose. Ils font des mathématiques, à des niveaux de difficulté différents, relatifs à leur âge et à leur niveau de formation, mais ils travaillent. Et cette idée du travail, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la question du salariat, de la rémunération. Aujourd'hui, quand on parle d'avoir un travail, c'est d'être salarié et d'avoir une rémunération en échange d'un temps passé à exécuter des tâches. Mais en fait, le travail, ce n'est pas ça. Le travail, c'est le fait de fournir un effort. Dans les premières choses du travail, en fait, il y a peut-être la première, la salle de travail, vous savez, la salle de l'accouchement. Mais le travail concerne aussi les animaux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur une entreprise qui embauche des personnes avec un handicap. Et il y a une femme qui a une myopathie, elle est en fauteuil, elle a un chien d'assistance et son chien travaille. C'est-à-dire que quand son chien travaille, il a un costume de travail. Et puis quand son chien ne travaille pas, on l'enlève. Quand le chien travaille, on n'a pas le droit de le caresser. Parce que la caresse, c'est une récompense, un remerciement pour le travail fourni. Voilà. Donc les animaux travaillent. Alors on le sait autrefois, les chevaux travaillaient, les bœufs travaillaient, etc. Mais les matières aussi travaillent. Le bois travaille, par exemple. Voyez. Donc la question du travail, c'est au-delà de la question de l'emploi et de la rémunération. Et donc les enfants travaillent aussi. Alors on a retiré le travail des enfants dans les usines. Et évidemment, au 19e siècle, etc., c'est bien. Il y a eu la scolarisation massive à la fin du 19e, mais on a remplacé un travail physique dans des usines et autres par un travail intellectuel. Et ce qu'on enseigne aux enfants, dans l'état d'esprit, d'être un bon élève, donc un bon travailleur à l'école, ce n'est pas d'avoir des bons résultats, c'est de beaucoup s'investir. Si vous avez un élève de collège qui a 16 de moyenne générale, 17 de moyenne générale, et qui ne fait rien, qui ne bosse pas, eh bien, il sera moins félicité que celui qui a 12 de moyenne et qui travaille 2 heures tous les soirs en plus. Alors que quelqu'un qui travaille 2 heures tous les soirs pour avoir, je ne sais pas, 12 ou 13 de moyenne en 4e, c'est plutôt préoccupant, c'est-à-dire qu'il y a probablement des difficultés d'apprentissage. Eh bien, lui, il sera plutôt encouragé, félicité, alors que celui qui a 16 de moyenne et qui ne fait rien, on va plutôt penser que finalement c'est un tir au flanc, que c'est un Jean footiste et qu'il est là en dilettante. Et donc, dès l'école, on nous enseigne que le travail, c'est à la journée et puis le soir, et puis le samedi, et puis le dimanche. Si vous avez des enfants qui sont fin de collège ou au lycée, et que tous les vendredis soirs, votre enfant lycéen ou lycéenne vous dit « j'ai rien à faire ce week-end », vous allez penser que les profs sont des mauvais profs, qui ne donnent pas assez de boulot. Parce qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui donne du travail à faire le week-end, pendant les vacances, évidemment. Si votre enfant n'a jamais de travail à faire le soir, ni le week-end, ni pendant les vacances, vous allez penser qu'il est avec des mauvais profs. Donc on a cette culture-là du travail en France, où le travail, c'est un investissement en temps. Il y a des enfants qui arrivent à très bien faire des exercices, ils doivent en faire 5 fois de plus parce qu'il y a 5 fois le même exercice à faire alors qu'ils réussissent le premier. Donc c'est du travail inutile, mais ils doivent quand même le faire. Et s'ils ne le font pas alors qu'ils réussissent très bien, finalement ils sont sanctionnés. Donc on a ce paradoxe-là où d'un côté, à l'âge adulte, on nous dit « attention, le travail, c'est au travail, c'est pas à la maison. Il faut respecter le temps de travail, le temps de vie personnelle. » Mais ça fait suite à toute une scolarisation qui est au moment où on se construit, où on construit nos valeurs, où on construit nos modes de relation face au travail, où on nous dit tout le contraire. On nous dit « attention,
Le travail, c'est à l'école, mais c'est aussi à la maison. C'est aussi le week-end. C'est aussi pendant les vacances. Et il y a même des parents qui achètent des devoirs de vacances. Voilà, mon éditeur rigolait beaucoup avec ça parce qu'en fait, c'est le comble. C'est-à-dire que ce sont les vacances et ce sont les parents qui vont acheter des devoirs de vacances pour les enfants l'été. Et bien souvent, ils ne les font pas vraiment, ces devoirs de vacances-là. Donc on a ça comme paradoxe sur l'aspect société. Sur l'aspect juridique et droit du travail, on a un autre paradoxe qui est que si on regarde l'INSEE, le site de l'INSEE, eh bien, on s'aperçoit que le temps de travail moyen, donc ce n'est pas dans une profession, hein, c'est toute profession confondue, etc., le temps moyen de travail, lui, a diminué d'environ 350 heures depuis l'après-guerre. Voilà. Et si vous parlez avec des personnes qui ont 80, 90 ans, ils vont vous dire qu'en fait, quand ils ont commencé à travailler dans les années 50, 60, ils travaillaient du lundi au samedi. Et ils ne travaillaient pas de 9h à 17h. Hein, ils travaillaient de 8h plutôt à 18h, 19h. Et c'était 6 jours sur 7. Et donc, progressivement, le droit du travail a réduit le temps de travail. Et juste pour avoir une idée, quand même, 350 heures de travail en moins par an, c'est 10 semaines de congés payés en plus à 35 heures. Ça fait ça. C'est énorme. Eh bien, si vous discutez avec ces mêmes personnes qui ont 80 ans, ils vous diront que quand ils travaillaient, quand ils étaient jeunes, il n'y avait pas de gens en burn-out. Il n'y en avait pas. Et donc, on est dans une évolution du temps de travail qui diminue fortement et avec un état de santé au travail qui se dégrade sur cet aspect-là. Alors, la santé au travail s'est nettement améliorée. Le travail est beaucoup moins pénible aujourd'hui dans de très nombreux métiers qu'il y a 70 ans. Évidemment, être soignant aujourd'hui dans un EHPAD, c'est beaucoup moins pénible qu'il y a 70 ans. Être maçon aujourd'hui, c'est beaucoup moins pénible qu'il y a 70 ans. Mais sur la question du temps de travail, eh bien, il y a une inversion, baisse du temps de travail et augmentation des états d'épuisement au travail. On pourrait penser que moins on travaille, finalement, plus on devrait être en bonne forme. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. Et lorsqu'on est passé aux 35 heures, j'en parlais avec un ami qui avait une TPE, et je lui disais, alors comment tu vas faire? Parce que passer aux 35 heures, tout le monde travaille, ou les 39-35 heures, quand vous avez 9 salariés, c'est l'équivalent d'un temps plein qui disparaît. Sauf que son entreprise, elle n'a pas augmenté son chiffre d'affaires en conséquence, évidemment. Donc il n'a pas pu embaucher, parce que le chiffre d'affaires n'était pas là. Mais quand vous avez une PME et que vous avez 40 salariés, c'est 4 temps plein. Et vous ne pouvez pas embaucher en conséquence 4 salariés. Donc le travail s'est densifié. En fait, on a fait la même chose, mais en moins de temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait probablement depuis quelques décennies quand même, avant le passage aux 35 heures. Oui. Avec une problématique supplémentaire, même si je ne suis plus concerné, c'est que quand vous travaillez 35 heures, vous êtes toujours payé 39. Donc ça rajoute encore au coût, oui. Et donc à la pression mise sur le salarié. Mais il faut que ça soit rentable quand même. Il faut que les 35 heures soient... 11% de plus. Voilà, c'est ça. La rentabilité, c'est ça. La rentabilité, c'est un report de rentabilité sur la personne, moyennant une diminution du temps de travail. On ne va pas aborder le sujet des 35 heures maintenant. Et voilà une belle explication. Tout à fait. Et quand on voit des candidats à la présidentielle qui proposent de diminuer encore le temps de travail, on peut s'interroger sur la qualité de vie au travail dans ce format à 32 heures ou 30 heures par semaine. On peut s'inquiéter parce que peu d'entreprises pourront embaucher en conséquence. C'est la même si les 35 heures en place. Non, mais moi j'ai travaillé dans une administration et je peux vous dire que lors de la réduction du temps de travail, les chefs ont embauché des contractuels, des chargés de mission, etc. Bon, et aucun personnel de petite catégorie. Bon, ils ont complètement... la loi sur la réduction du temps de travail a été complètement dévoyée de son objectif, quoi. Et puis alors, d'autre part, la réduction du temps de travail, c'est tout à fait bénéfique parce que il ne faut pas dire « Ah ben oui, mais comme on vit plus longtemps, eh bien, n'est-ce pas, on peut travailler plus longtemps. » Ben, si on vit plus longtemps, c'est parce que justement les conditions de la santé des gens, l'hygiène des gens, etc., s'est améliorée. Et si
on dit ah ben oui, mais on peut vivre jusqu'à 80 ans, donc on va prendre sa retraite à 70 ans. C'est tout à fait un raisonnement qui prend sur le populo moyen, mais qu'il ne faut pas, qui tout à fait... c'est un non-sens. Il faut continuer à diminuer le temps de travail pour que tout le monde puisse travailler. Étant donné qu'il y a 5 ou 6 millions de chômeurs, ça me paraît évident. Alors, je ne sais pas si moi je vivrai jusqu'à 80 ans ou 90 ans, ça je ne sais pas. En tout cas, les gens qui ont 80 ans, 90 ans aujourd'hui ont démarré leur activité professionnelle sans être aux 35 heures. Hein, ils ont démarré à une époque où le temps de travail était quand même beaucoup plus élevé. J'espère vivre 80 ans, j'aimerais bien. Et voilà, mais je ne sais pas si ça sera grâce à mon temps de travail, qui est plutôt au-dessus des 35 heures, soyons honnêtes, ou plutôt grâce à la médecine, à l'hygiène, etc., qui s'est développée. Voilà. Donc il y avait ce paradoxe-là sur le temps de travail. Et puis, sur le burn-out, en fait, parfois on peut penser que le burn-out concerne peut-être les hommes qui ont des postes à responsabilité plus que les femmes, parce qu'il y a quand même en France cette situation où les hommes aiment bien garder les postes à responsabilité et pas les déléguer aux femmes. Oui, pas mal de femmes. Il y en a beaucoup de femmes, de plus en plus. Et à quoi? Parce qu'elles travaillent aussi à la maison. En burn-out ou au poste à responsabilité? En poste et en burn-out. En poste à responsabilité, il y en a de plus en plus. Si on prend le rapport Golac, par exemple, il y avait 11 hommes et 9 femmes, je crois, presque la parité. Et il y a eu 2 rapporteurs, un homme et une femme. Et c'est le rapport Golac, de monsieur Golac, pas de madame. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup dans les comités de direction, il y a un certain nombre d'hommes. Et on pourrait penser que le burn-out touche plutôt les hommes parce qu'ils sont mis en avant au niveau du travail. En fait, pas du tout. L'enquête que j'ai faite, et c'est la même chose dans les pays francophones dans lesquels j'ai enquêté, ça touche plus les femmes que les hommes. Et à ça, il y a plusieurs causes possibles. Il y a le fait que les femmes cumulent 2 journées la plupart du temps, hein, la journée de travail et la journée à la maison. Parfois, c'est une deuxième journée à la maison qui est très lourde quand elles sont seules avec des enfants, parce qu'on est encore dans une situation où il y a plus de femmes à avoir les enfants à la maison quand il y a une séparation conjugale que les hommes ou qu'une résidence alternée. Donc il y a cet élément-là. Avec une responsabilité à la maison qu'ils ont en plus souvent. Charge mentale, donc qui est plus lourde que celle des hommes, parce que ce sont souvent elles. À la maison, quand il est vraiment en pause, non mais c'est pas méchant, mais il prend moins en compte. C'est un constat. C'est un constat, les responsabilités familiales. Et donc les femmes ont une charge mentale plus lourde sur ce côté-là. Ouais. Il y a le fait que pour qu'une femme puisse réussir professionnellement, elle doit faire plus qu'un homme. Il y a une avocate un peu connue qui a quitté l'avocature, qui racontait qu'elle a été embauchée dans un cabinet avant son collègue. Donc elle a un collègue homme qui a été embauché après elle. Et elle s'est rendue compte, plusieurs années après, que bien qu'elle était mieux classée au concours, qu'elle a été embauchée avant, elle était payée 1 000 € de moins par mois, quand même. Voilà. Donc on a cet élément-là qui fait que les femmes doivent prouver davantage et s'investir plus, et avec un effet plafond de verre qui fait que, en fait, pour un certain nombre d'entre elles, elles vont être bloquées par la jante masculine sans qu'elles le sachent. Et dans l'enquête que j'ai menée, beaucoup de femmes finalement sacrifiaient la vie familiale, au sens vraiment du sacrifice, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de vie familiale. Elles ne faisaient pas d'enfants, elles se consacraient à leur carrière, et à un moment donné, après un long investissement, beaucoup de temps de travail passé, elles n'obtenaient pas les postes qu'elles attendaient, et elles voyaient des collègues hommes les obtenir avec moins d'investissement. Et là, il y a un constat d'injustice. Et à ce moment-là, oui, quand il y a en plus une grande fatigue qui est présente, etc., il y a ce risque de burn-out, voilà. Et avec un épuisement qui est là. Et donc, il y a ces éléments-là qui sont sociologiques, qu'il faut mettre en avant et accompagner les entreprises quand même pour qu'il y ait une plus grande parité et qu'il y ait une égalité homme-femme qui fait partie du Code du travail, etc. Hein. On l'a partout et s'associe aussi à la qualité du travail dans certains articles du Code du travail.
Voilà, donc c'est ces paradoxes et d'autres hein, que je développe dans ce livre, Paradoxe du burn-out. Mieux comprendre les dessous de sa mécanique, c'est le sous-titre, parce qu'en fait, ça constitue une sorte de terreau qui va être propice ou favorable à un éventuel burn-out, sachant que dans un même service, dans une même entreprise, vous avez 10 personnes qui font le même travail avec à peu près la même charge de travail, et les 10 ne feront pas un burn-out. Un en fera peut-être un et pas les autres. Donc il y a aussi des facteurs probablement individuels qui sont convoqués, mais la part la plus importante, c'est l'organisation du travail. Hein, le travail doit être adapté à l'homme avec un grand H, hein, à l'humain, et non l'humain adapté au travail. Et donc si on adapte bien, c'est-à-dire si on fait une bonne prévention des risques psychosociaux, eh bien on va avoir des conditions de travail qui vont préserver la santé des travailleurs et donc qui vont éviter le burn-out. Les travailleurs en plus sont en général plus efficaces, plus performants quand ils sont dans des bonnes conditions, qu'ils sont dans de bonnes conditions de bien-être. Ça, on est pour faire comprendre ça aux employeurs. C'est difficile effectivement de faire entendre à des employeurs que finalement des équipes qui vont bien, ça lui fait gagner de l'argent. Oui, ça, ils n'y croient pas. Et parfois, c'est difficile. Et c'est toujours difficile de chiffrer le coût d'une équipe qui va mal. Voilà. Alors que ça serait bien. Oui. Là, on sera encore confronté à un énorme problème de distorsion dans les entreprises entre les grands groupes structurés avec des vrais services d'écoute du personnel type ressources humaines et la PME, voire petite entreprise, qui elle n'a pas cette structure et qui fait travailler ses salariés parce que naturellement. Et je pense qu'il y aura encore un grand décalage entre ces grandes structures qui sont parfaitement équipées et qui sont aujourd'hui... Pas tout à fait d'accord. Ça dépend. En fait, c'est une question de volonté, hein, de décision. Hein. Il y a des grands groupes qui, effectivement, mettent en avant la prévention des risques et puis le développement de la qualité du travail avec des outils, etc., qui sont vraiment là et qui aident les équipes. Et puis, il y a des grands groupes qui ne prennent pas soin de leurs salariés. Il y en a. Dans le discours, ils parlent de bien-être, de qualité de vie au travail. Dans la pratique, on voit que c'est plus compliqué à mettre en place. Oui, j'interviens dans des entreprises pour de la formation sur les risques psychosociaux. Et il n'y a pas longtemps, je formais des cadres dirigeants et on me disait, cette formation c'est bien, mais est-ce que ça va être simplement du saupoudrage pour dire on a fait quelque chose ou est-ce qu'on va mettre en application? Ça existe. Et dans les petites entreprises aussi, il y a des petites entreprises où la qualité de vie au travail n'est pas du tout l'enjeu, l'intérêt primordial du chef d'entreprise. Et vous avez... Non, elle n'est pas là du tout. Et il y a des petites entreprises où c'est à la base du management et de l'organisation du travail. Tout ça, ça dépend de la volonté de chacun. Après, il y a des possibilités d'améliorer les conditions de travail assez simplement et qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. Dès qu'on commence à parler de l'organisation du travail, ça les gêne, quoi. Dans les managers, enfin, au niveau des managers, au niveau des directeurs. Qu'est-ce qu'on vient bouger là? De quoi on parle? C'est pas évident. Et il y a souvent, et on a vu ça avec le premier confinement, où le télétravail a été massif, il y a de la part des managers une crainte que finalement les équipes ne soient pas assez autonomes. Et dans le premier confinement, on a vu, parce que je faisais les entretiens à ce moment-là, et donc les managers, les RRH, etc. m'en parlaient, ils avaient quand même la crainte qu'il y ait des télétravailleurs qui ne fassent pas grand-chose à la maison. C'est le contraire qui s'est passé. Il y a eu un surinvestissement avec un épuisement. Effectivement. Ouais. Entre autres, par la crainte que l'on pense qu'ils ne travaillaient pas. Et donc, il y a des études qui montrent qu'a priori, il y aurait quand même 20% de productivité en plus pendant cette période-là, ce qui est beaucoup, ce qui a contribué quand même à l'augmentation de la fatigue. Donc, la question du management est une question délicate, hein, effectivement, mais il y a des gens très, très à l'écoute de ça et qui ont conscience que le bien-être et la santé des salariés, c'est primordial. Hein. Moi, j'ai été surpris pendant cette enquête d'avoir au téléphone ou en visio des managers, des RRH ou des DRH qui me disaient qu'ils savaient qu'ils avaient des salariés
qui allaient trop loin, qui étaient en état de fatigue avancé, ils craignaient pour leur santé, ils rappelaient à leur cadre de ralentir et ils n'arrivaient pas à les freiner. Et ils ne savaient pas comment faire pour les freiner. Et il faut sortir de cette vision manichéenne du burn-out avec l'employeur, le méchant, et le salarié, la pauvre victime. Ça se joue à deux. C'est plus complexe que ça. Oui, c'est complexe, ça se joue à deux. Il y a vraiment la plupart des managers, des RRH, des RH, chefs d'entreprise aussi, que j'ai eu au téléphone pour ces entretiens, étaient soucieux du bien-être des salariés, veillaient à leur santé et étaient inquiets pour certains salariés. Et ils ne savaient pas comment faire. Voilà. Puisque les médecins ont du mal à... Vidéo, son. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde et surtout à Sébastien Dormeron que je connais bien. On a traité plusieurs sujets et ce soir c'est un sujet toujours de l'actualité tandis qu'on a traité déjà dans le passé, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et le burn-out c'est absolument pas fini. Et c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on s'occupe d'une réflexion profonde comme le livre l'indique bien pour réfléchir à ce qu'on n'est pas en train de le voir tout près de chez nous dans notre entourage ou bien le vivre nous-mêmes. Et vous savez bien mon engagement vers d'abord les enfants qui ont besoin d'une éducation plus équilibrée dans la manière où on est fier de soi. C'est un peu le problème, je pense, d'un burn-out, mais tu connais le sujet bien sûr, techniquement mieux que moi maintenant. Mais le problème, c'est toujours vouloir faire mieux. Et je pense qu'il faut qu'on commence à se dire tout ce qu'on sait faire. Je suis un peu de la même génération qui ont vécu seulement, il faut toujours faire mieux et prouver ce qu'on sait faire. Et encore et encore et encore, et puis on ne met jamais de l'accent sur ce qu'on sait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les outils, on a la connaissance de certaines personnes comme Sébastien Dormeron, on a des livres, et il faut vraiment qu'on fasse un constat, au moins déjà un constat, c'est le début toujours d'une amélioration, et on se rend bien compte qu'il y a des personnes dans notre entourage qui peuvent être des personnes à risque. Nous, on en a eu dans la famille plusieurs, une jeune femme, 30 ans, qui un jour amenait les enfants à l'école, les petits, et puis en revenant vers la maison, elle tombait devant sa porte. Tombait, comme ça, parce que c'était la limite, elle ne pouvait pas plus. Donc il y en a qui s'expriment par, en général ça soit physiquement aussi, mais il y a toutes sortes de formes et il faut qu'on soit au courant que ça existe, qu'on essaye de les aider. Ça prend du temps après, ça prend beaucoup de temps. Souvent on ne peut pas revenir dans le même schéma parce qu'évidemment on a vécu des choses trop difficiles. Et puis je suis très contente et je remercie encore une fois Sébastien pour faire un exposé plus clair pour qu'on avance dans ce sens de meilleure prise en charge, une meilleure compréhension et que surtout ça ne nous arrive jamais. Alors moi je suis maintenant vieille, on peut espérer que j'ai passé l'âge. Tu crois qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a un âge d'ailleurs? Je ne crois pas, non. Je crois pas qu'il y ait... Non, il n'y a pas de... Mais il y a peut-être beaucoup dans la conquête d'une reconnaissance professionnelle, non? Oui, ça en fait partie, oui. Donc du coup, petit à petit... Est-ce qu'il y a un âge pour la reconnaissance professionnelle? Eh bien, petit à petit, je commence à croire que je sais faire à peu près le métier libraire, donc du coup, c'est bon. La confiance vient avec. Ouais. Merci et puis merci bonne Anne-Sophie. conférence. Merci. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Donc on va parler du burn-out. Et le burn-out, tout le monde en parle, il y a des éléments quand même à préciser dessus. Et on va voir une définition en fait du burn-out qui est double. La première définition, c'est une définition qu'on pourrait dire médicale, qui comprend 3 éléments, qui comprend l'épuisement émotionnel, l'épuisement cognitif, c'est-à-dire la capacité d'attention, de concentration, de réflexion qui s'est épuisée, et puis il y a un sentiment de dépersonnalisation qui est présent. Alors ça, c'est une définition qu'on retrouve auprès des sites, des associations officielles en charge de la santé et de la sécurité au travail. C'est aussi ce qu'on retrouve pour la Haute Autorité de la Santé et globalement l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, présente le burn-out de la même manière. Alors d'un côté, on a une définition comme ça. En France, le rapport de la Haute Autorité de la Santé sur le burn-out s'appelle syndrome d'épuisement professionnel, donc il faut plusieurs éléments. Et à côté de ça,
on n'a pas de diagnostic médical de burn-out. C'est-à-dire que quand une personne est en burn-out et qu'elle va voir son médecin, eh bien son médecin ne peut pas poser comme diagnostic burn-out. Pour deux raisons. Une des raisons, c'est qu'il n'y a pas de référence médicale vraiment précise dessus, malgré les définitions de la Haute Autorité de la Santé, etc. Et la deuxième chose, c'est que le médecin de famille, le médecin généraliste, ne peut en aucun cas dire que l'état d'épuisement de son patient est lié au travail. C'est-à-dire qu'il ne peut se baser que sur le récit du patient, qui est de bonne foi, évidemment, mais lui, le médecin, d'abord n'est pas formé pour analyser les conditions de travail, ce n'est pas un médecin du travail, c'est un médecin généraliste, et puis il ne peut pas se rendre dans l'entreprise pour évaluer ça et faire le lien entre les deux. Donc les médecins généralistes, ou psychiatres d'ailleurs, ne peuvent pas poser de diagnostic de burn-out, ce qui fait que le diagnostic qui est posé, c'est un diagnostic qui n'a pas grand-chose à voir. Donc c'est soit syndrome anxio-dépressif, trouble anxieux. Au Québec, par exemple, on parle de trouble de l'adaptation. Voilà. Donc ça, c'est la définition médicale qui pose problème, hein, puisque le diagnostic de burn-out n'est pas posable par un médecin. Et en même temps, on a quand même une description, hein, donc les trois éléments, épuisement émotionnel, épuisement cognitif sur la capacité de traiter l'information, de réfléchir, et puis sentiment de dépersonnalisation. Ça, c'est une définition. Et puis, on pourrait faire une deuxième définition qui serait juridique du burn-out. Et on pourrait dire que le burn-out, c'est l'échec de la prévention des risques psychosociaux. Et ça, c'est important parce que, en fait, travailler, c'est dangereux pour la santé. Alors ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire, si on est couvreur, charpentier-couvreur, on sait que travailler, c'est dangereux parce qu'on est sur des toits, on risque de glisser, de tomber et de mourir dans la chute. Donc ça, c'est évident. Travailler dans un bureau, ça paraît moins évident que ça peut être dangereux pour la santé. Pourtant, ça peut l'être. Alors, santé physique, il y a plein de choses. Hein. Dans les bureaux, il peut y avoir des problèmes de l'air ou des choses comme ça. On peut monter sur une chaise pour prendre un dossier en haut et tomber. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle donc les risques psychosociaux, les RPS. Et dans l'histoire des RPS, en fait, on est arrivé en France avec d'abord des directives européennes, des accords qui ont été faits en France sur le stress, sur le harcèlement. Et puis, à la fin des années 2000, en 2008, il y a eu un premier rapport qui a été rendu par M. Nass et M. Légeron, un magistrat et un psychiatre, à la demande de Xavier Bertrand, qui était ministre du Travail à l'époque. Et donc, ça a été un premier rapport sur les risques psychosociaux. Et de ce premier rapport, il en a commandé un deuxième qui a été beaucoup plus important, avec un collège d'experts d'une vingtaine de personnes, et qui a donné un rapport qu'on appelle le rapport Golac en 2011. Et ce rapport liste 6 risques psychosociaux dans le cadre d'une activité professionnelle. Alors, dans les risques psychosociaux qui sont listés, il y a l'intensité et le temps de travail. L'intensité, c'est la charge de travail. Le temps de travail, c'est combien d'heures on travaille. Il y a les relations sociales au travail. Il y a l'autonomie que l'on a dans le travail. Il y a l'insécurité. Il y a les exigences émotionnelles. Et puis, il y a le conflit de valeurs. Voilà. Donc ça, c'est 6 domaines qui représentent un risque pour la santé mentale des personnes qui travaillent. Et on s'aperçoit très vite que les risques psychosociaux, en fait, ils ne sont pas cantonnés à la sphère professionnelle. C'est-à-dire que les relations sociales, oui, elles peuvent être compliquées au travail, mais à la maison aussi, elles peuvent être compliquées, avec les amis aussi, avec la famille aussi. Et donc, ce sont des situations qui sont transversales, qui ne sont pas spécifiques au travail. L'autonomie, qui est dans les risques psychosociaux également. Quand vous avez un enfant de 4 ans et que vous attendez de lui qu'il se lave les dents tout seul le soir et le matin, peut-être qu'il est prêt pour être autonome comme ça, peut-être qu'il ne l'est pas. Et s'il n'est pas prêt, eh bien, il va être en difficulté, voire en échec éducatif, et vous aussi, vous allez vous fâcher après lui, il n'y arrive pas. Donc ces questions d'autonomie, de relations sociales, d'exigences émotionnelles, etc., ce sont des éléments qu'on retrouve dans la vie. Et puis, évidemment, l'entreprise n'est pas coupée de la vie, donc on les retrouve aussi dans le cadre du travail. Et le Code du travail nous dit que l'employeur a l'obligation de prévenir ces risques psychosociaux. Il y a un document unique d'évaluation des risques qui doit être dans chaque entreprise. Et dans ce document, on va évaluer tous les risques, risques de chute, risques chimiques, thermiques, etc., y compris les risques psychosociaux. Et donc, quelqu'un qui arrive en état d'épuisement professionnel, qui est en burn-out,
eh bien, c'est que la prévention de ce risque-là a échoué. Voilà. Et donc, il y a une possibilité de recours en justice pour faire reconnaître ce burn-out comme étant lié aux conditions de travail, avec une difficulté importante, c'est que lorsqu'on est en burn-out, on n'engage pas de procédure en fait en justice. On est fatigué, épuisé. En général, on fait du canapé au lit et du lit au canapé pendant des semaines, voire des mois. Et ce n'est que quand on va mieux que l'on envisage peut-être de faire une démarche pour faire reconnaître notre burn-out comme un élément lié au travail. Et là se pose un problème, c'est que le médecin qui va instruire le dossier pour cette reconnaissance-là, parce que ça passe en commission, il n'y a pas dans le tableau des maladies professionnelles, il n'y a pas le burn-out. Donc il faut que ça passe dans une commission particulière. Et le médecin qui instruit le dossier, lui, eh bien, il voit le travailleur au moment de l'entretien. Donc si la personne a 6 mois d'arrêt de travail, elle va beaucoup mieux 6 mois après que 6 mois avant. Elle va beaucoup mieux avec 6 mois de repos que le jour du burn-out, où ça se déclenche. Donc elle va constater finalement une incapacité de travail qui va être faible, parce qu'elle va mieux. Et tant mieux qu'elle aille mieux, c'est bien. Mais par contre, pour instruire le dossier, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a une difficulté là de reconnaissance du burn-out. Donc, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, ce n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles, mais on peut le faire reconnaître. On peut instruire un dossier, mais quand on l'instruit, généralement, on n'est plus en situation de burn-out, donc on ne peut pas le prouver. Vous voyez, c'est une impasse. Donc il faudrait que chaque travailleur, travailleuse qui est en burn-out, eh bien, demande à instruire un dossier au début. Mais ça veut dire peut-être voir un avocat, voir le médecin du travail au début de l'arrêt, pas juste à la visite de reprise à la fin, mais au début, voir son médecin, voir le médecin qui instruit le dossier, ça fait beaucoup de choses. Et la plupart du temps, quelqu'un qui est en burn-out ne peut pas faire ça. Donc voilà, donc il y a une limite sur ça. Et puis, à côté de ces deux définitions, médicales et puis juridiques, il y a un troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est un double élément qui est l'extension et la dilution du sens. Le burn-out, c'est un état d'épuisement. Et avec ça, il y a une ambiguïté en fait dans le langage qui fait que l'épuisement, ça peut être la chose en train de s'épuiser ou l'épuisement avéré. Dans le burn-out, ce n'est pas l'épuisement en train de se faire, c'est l'épuisement avéré. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, on ne peut plus penser, réfléchir. Un ami qui a fait un burn-out et qui a écrit un livre qui s'appelle Burning Out, Xavier Ménard, qui avait d'ailleurs fait une présentation ici de son livre, eh bien, il me disait que, et puis il a écrit dans le livre, que simplement le téléphone qui sonne chez lui était une source de stress. Voilà. Et donc, dans cette situation-là d'épuisement, eh bien, on ne peut plus rien faire. Dans la fatigue, on peut encore faire des choses. Et donc, cette dilution du sens de burn-out fait qu'on confond l'épuisement en train de se faire, c'est-à-dire la fatigue, et puis l'épuisement avéré. Donc, on voit des gens qui sont fatigués, peut-être très fatigués, et qui vont prendre une semaine d'arrêt ou 2 semaines ou un peu de vacances, et qui vont dire « Ah, je suis en burn-out », et 2 semaines après, ils repartent, et ça va bien. Ce n'est pas un burn-out, ça. Ça, c'est une grande fatigue, d'accord. Mais ce n'est pas un burn-out. Alors, le risque de burn-out est très probablement très élevé, évidemment. Mais ce n'est pas du burn-out. Et c'est ce qui fait qu'il y a des enquêtes qu'on voit dans la presse, et récemment, il y en a une qui est encore parue, où on nous dit qu'il y aurait 2 550 000 personnes en burn-out en France. Ce n'est pas vrai. Ça représente à peu près 1 travailleur sur 10, 1 actif sur 10. Il n'y a pas une personne active sur 10 qui est en arrêt de travail pendant 6 mois en ce moment en France. Donc ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, pour pouvoir évaluer ça, il faudra avoir accès aux fichiers de l'assurance maladie et voir qui est en arrêt de travail et pour quelles raisons. D'abord, on n'a pas accès aux fichiers de l'assurance maladie, évidemment. Et puis, comme il n'y a pas de diagnostic de burn-out, on ne peut pas séparer qui serait en arrêt de travail pour une grande fatigue ou qui serait en arrêt de travail pour un épuisement ou pour autre chose qui n'a rien à voir. Un vrai trouble anxieux, par exemple. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc il y a des enquêtes qui sont faites et qui sont importantes, utiles, qui sont des enquêtes qui sont faites auprès de salariés en exercice, en situation de travail. Et les questionnaires utilisés sont des questionnaires qui, eux, en fait, évaluent le niveau critique de fatigue professionnelle. Voilà. Donc, ces articles, quand ils nous disent qu'il y a 2 550 000 personnes en burn-out, en fait, non. Il y a 2 550 000 personnes
à fort risque de burn-out, ce qui est quand même très différent. Et donc ces personnes-là, on peut quand même les rattraper. On peut agir de manière à ce qu'ils ne s'épuisent pas et qu'ils ne soient pas effectivement 3 mois, 6 mois, 1 an en arrêt de travail. Dans l'enquête que j'ai faite, la durée moyenne de l'arrêt de travail, c'est quand même 1 an. C'est beaucoup. Quand je dis la durée moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à 2 ans. Voilà. Et on me disait récemment qu'il y a des études qui montrent que en fait, le taux de récidive à 5 ans, c'est de 50%. Voilà. Donc, il y a vraiment une nécessité de prévenir ces risques psychosociaux-là. Et donc, voilà, ça c'est la dilution du sens de burn-out, donc différencier ce qui est de la fatigue et qui est un signe d'alerte et qu'il faut prendre en compte et il faut agir dessus, bien évidemment, de l'épuisement où là, la personne est incapable de travailler, de lire des mails, de lire tout simplement un livre. Et j'avais une personne comme ça en consultation qui me disait que simplement faire le petit déjeuner le matin l'épuisait après elle allait dormir. Voilà. Et c'était une haut fonctionnaire qui avait un poste à haute responsabilité nationale et qui fournissait une quantité de travail qui était impressionnante avant. Voilà. Donc ça, c'est la dilution du sens. Et puis l'extension du sens, on parle du burn-out de tout maintenant. Voilà. Il y a le burn-out parental, il y a le burn-out du colibri, etc. Et donc, il y a cette extension du sens qui va vers la fatigue, généralement, et pas l'épuisement. Le burn-out parental, les gens sont très fatigués, et peut-être de la vie familiale et avec les enfants, mais ils ne passent pas toute leur journée au lit, en fait. Voilà. Donc on a ces éléments-là. La définition médicale, une définition juridique qu'on pourrait proposer, et puis cette extension, cette dilution du sens. Alors, ce projet de travail sur le burn-out, en fait, il a quelques années parce que j'avais une activité de psychopraticien où j'avais en consultation des salariés qui étaient en état de burn-out, donc en arrêt de travail, généralement pour 6, 12 mois ou un peu plus, et qui m'étaient adressés par le médecin généraliste. Et à chaque fois, je me disais, finalement, si on était intervenu quelques semaines plus tôt, on aurait pu éviter le burn-out. Et donc, ça me trottait dans la tête le fait de réfléchir à ça, de travailler dessus. Et puis, j'avais publié un premier livre chez un éditeur, et après, je lui avais dit, on pourrait peut-être travailler sur ça, le burn-out, et il m'a dit d'accord. Alors, j'ai passé 6 mois à réfléchir comment aborder la question du burn-out, parce qu'il existe beaucoup de livres sur le sujet. Alors, je ne voulais pas refaire ce qui existait déjà, je ne voulais pas faire un livre de témoignages de patients, je ne voulais pas réécrire ce qu'on peut lire partout. Et donc, j'ai pris 6 mois de réflexion et j'ai décidé de partir d'une enquête. Et là, en fait, j'ai eu une chance inattendue, c'est qu'on s'est retrouvé à un premier confinement. Et donc, mon activité professionnelle s'est arrêtée. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de mes journées, évidemment. Parce que moi, mon activité, ce n'était pas du télétravail. Là, ça s'est vraiment arrêté. Et donc, en fait, j'ai démarré l'enquête. Donc, j'ai pris des contacts dans une quinzaine de pays francophones et j'ai fait des entretiens avec des professionnels du milieu du travail, donc avec des managers, des responsables de ressources humaines, des assistantes sociales. J'ai fait des entretiens avec des professionnels de la santé, donc des médecins généralistes, des psychiatres, des médecins du travail, des médecins conseils de la sécurité sociale. J'ai fait des entretiens avec des personnes qui étaient aussi en situation de burn-out. Tout ça dans une quinzaine de pays francophones pour avoir un regard décentré de la situation française. Vous savez, en France, quand un cadre quitte le travail à 17h, on a tendance à penser qu'il ne fait pas grand-chose et le regarder mal. Et il suffit de passer les frontières françaises. Et le fait de quitter le travail à 19h30 ou 20h, on le regarde très mal, celui-là. Donc la culture entre les pays est différente. Et en France, on est plutôt sur une culture de l'investissement en termes de temps, de quantité de temps de travail. Et plus on a une quantité élevée, et plus c'est valorisé. Et donc, j'ai fait ces entretiens-là, ce qui a permis de voir que finalement, la question du travail, de son épuisement, varie en fonction des pays. Ça, c'est évident. Le choix des pays francophones, c'est 2 choses. C'est que c'est plus à l'aise pour moi de parler en français que dans une langue étrangère.
mais c'est un élément principal. Mais l'autre élément aussi, c'est que, en fait, dans les autres pays, notamment en Afrique, par exemple, le droit du travail est calqué sur le droit du travail français, puisque ce sont des anciennes colonies, pour la plupart, ou des colonies belges. Et donc, cette Afrique francophone a un droit du travail qui est issu d'une autre. Et donc, ça permet d'avoir des similitudes et des comparaisons. Donc, il y a eu ces entretiens-là. Il y a eu un questionnaire qui a été rempli par une centaine de personnes en arrêt de travail. Et puis, j'ai fait deux autres enquêtes. Une qui était au début du confinement, de la pandémie, sur les effets du télétravail sur la santé, avec l'évaluation d'un éventuel risque d'épuisement. Et puis, j'ai refait la même enquête, mais un an après, donc au printemps dernier, pour voir cette évolution, justement. Est-ce qu'il y avait une diminution des facteurs de risque ou une augmentation de ces facteurs de risque, voilà. Et donc, de ces enquêtes-là, de tous ces entretiens, j'ai fait plus de 200 entretiens qui duraient environ 1 heure et qui étaient des entretiens libres. C'est-à-dire que je n'avais pas une série de questions auxquelles j'attendais une réponse. Je commençais par demander aux personnes, bah alors le burn-out, vous en pensez quoi? Et puis la conversation avançait comme ça pendant 1 heure. Et donc, je ne savais pas où j'allais en fait. Moi, j'avais ma petite idée au départ, évidemment, puisque j'avais vu des dizaines et des dizaines de personnes en burn-out. Donc, j'avais ma petite idée. Et puis, ma petite idée a été un petit peu modifiée avec toutes ces enquêtes-là. Et donc, ce qui s'est dégagé progressivement, c'est qu'il y avait des paradoxes. Différents paradoxes qui n'étaient pas souvent soulignés. Alors, il y a un paradoxe médical, par exemple. Je vous ai parlé de la question de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, etc. Donc ça, c'en est un. Il y a un autre paradoxe qui est que la plupart des personnes en burn-out, lorsqu'ils sont pris en charge par la médecine, ils sont pris en charge par du repos, donc un arrêt de travail, et puis, la plupart du temps, par un antidépresseur. Voilà. Et puis, un anxiolytique pour accompagner au début. Et donc, cet antidépresseur, lui, dans le cerveau, il agit sur de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui régule l'humeur, en fait. Quelqu'un qui est en burn-out, ce n'est pas une dépression de l'humeur, c'est un épuisement, une très grande fatigue qui va jusqu'à l'épuisement. Alors l'humeur peut être déprimée en plus, mais pas toujours, et c'est une conséquence, c'est en deuxième ligne que ça arrive. Et donc la médecine agit sur ça, plutôt sur la sérotonine avec des antidépresseurs. Certains antidépresseurs agissent aussi sur la noradrénaline, qui elle active la capacité d'attention, c'est un antidépresseur stimulant, vous en avez qui sont sédatifs, qui calment, qui font dormir, et d'autres qui sont plus stimulants. Et donc, ça c'est un paradoxe médical, c'est-à-dire que quelqu'un qui est épuisé n'arrive plus à se concentrer, à réfléchir, à mémoriser, et ça dans le cerveau c'est plutôt la dopamine qui active ces circuits-là. Le trouble du déficit de l'attention est un trouble qui amène des difficultés d'attention, de concentration, donc de réflexion, de mémorisation, et c'est la dopamine qui est convoquée. Et lorsqu'un médecin prend ça en charge, il met un médicament qui agit sur la dopamine. Dans le cadre du burn-out, on ne met pas ça en place, on met un médicament sur la sérotonine. Et un certain nombre de personnes en burn-out, en arrêt, eh bien, témoignent du fait que l'antidépresseur n'agit pas vraiment. Il n'y a pas l'effet attendu par le médicament. Et pour cause, ce n'est pas la bonne cible dans le cerveau. Donc ça, c'est un premier paradoxe, qui est un paradoxe qui est déjà un peu souligné. La Haute Autorité de la Santé a publié un article indiquant que dans la prise en charge du burn-out, la seule prise en charge par antidépresseur était insuffisante et qu'il fallait différencier ce qui était d'un état de dépression de l'humeur et d'un état d'épuisement. Et donc, il avance. Alors, ils ne vont pas jusqu'à parler des neurotransmetteurs qui seraient impliqués, etc. Mais on le sent en filigrane que ce n'est pas comme ça. Et puis, il y a aussi une méta-analyse qui a été faite assez récemment. Donc une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs études et qui montrait que la prise en charge du burn-out par seulement l'antidépresseur et le repos était insuffisante et voire n'était pas efficace. Et c'est peut-être pour ça, je dis bien peut-être, que le temps de convalescence est si long. Parce qu'on n'apporte peut-être pas au cerveau les nutriments dont il aurait besoin. Donc ça, c'est un paradoxe médical. Sur le plan sociétal, il y a un autre paradoxe qui est que chez les travailleurs,
dans l'entreprise, on veille à la qualité de vie au travail, de plus en plus. Et cette qualité de vie au travail, en fait, elle comprend plein de choses, y compris l'articulation vie personnelle, vie professionnelle, qui a été mise à mal avec le télétravail du premier confinement, où on découvrait en partie le télétravail. Et cette articulation vie personnelle, vie professionnelle, l'entrepreneur, enfin l'employeur, se doit de la faire respecter auprès de ses salariés. Donc il doit veiller à ce qu'il y ait un temps de travail et un temps de repos, et que le salarié respecte ce temps de repos. C'est-à-dire, si le salarié ouvre son ordinateur à 22h30, à 23h ou à 6h du matin et qu'il envoie des mails, le devoir de l'employeur est de lui dire « Écoute, là, ce n'est pas ton temps de travail, c'est ton temps de vie personnelle, tu ne dois pas faire ça, tu dois respecter l'horaire. » Alors, il y a des entreprises qui mettent des messages, qui s'affichent. Si le cadre ouvre son ordinateur, il y a un message, vous êtes en dehors des temps, bon, ça n'empêche pas de continuer, il faudrait quelque chose qui bloque, et il y a des entreprises qui le font. Et donc, la loi nous dit, voilà, le travail est réglementé, il y a un temps de travail, il y a des forfaits, cadres, etc. Il faut veiller à ça. Quand on est à la maison, on est à la maison, on ne travaille pas. Or, toute l'éducation que l'on a sur le travail est le contraire. C'est-à-dire que la première fois où quelqu'un travaille, ce n'est pas la première fois où il entre sur le marché de l'emploi. Il faut différencier ce qui est travail et l'emploi. L'emploi, c'est le fait d'être employé, à faire un travail. Mais le travail, lui, il existe depuis notre petite enfance. Quand vous allez chercher votre enfant à la sortie du CP, vous ne lui dites pas « mon chéri, ma chérie, est-ce que tu t'es bien amusé aujourd'hui ?» Non, on lui dit « est-ce que tu as bien travaillé ?» On lui dit « est-ce que tu as bien écouté la maîtresse ? Est-ce que tu as bien fait tout ce qu'elle t'a demandé de faire ?» Et donc le travail, c'est quelque chose qui existe depuis la plus tendre enfance. En fait, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui fait des mathématiques appliquées à la finance à l'âge de 30 ans, quelqu'un qui fait des mathématiques à l'âge de 20 ans, peut-être appliquées à la finance, mais dans le cadre de ses études, quelqu'un qui fait des mathématiques en classe de 4e, et un enfant de 6 ans qui fait des mathématiques, où il va résoudre des problèmes aussi, et où il va faire des calculs. C'est la même chose. Ils font des mathématiques, à des niveaux de difficulté différents, relatifs à leur âge et à leur niveau de formation, mais ils travaillent. Et cette idée du travail, c'est quelque chose qui va bien au-delà de la question du salariat, de la rémunération. Aujourd'hui, quand on parle d'avoir un travail, c'est d'être salarié et d'avoir une rémunération en échange d'un temps passé à exécuter des tâches. Mais en fait, le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est le fait de fournir un effort. Dans les premières choses du travail, en fait, il y a peut-être la première, la salle de travail, vous savez, la salle de l'accouchement. Mais le travail concerne aussi les animaux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur une entreprise qui embauche des personnes avec un handicap. Et il y a une femme qui a une myopathie, elle est en fauteuil, elle a un chien d'assistance et son chien travaille. C'est-à-dire que quand son chien travaille, il a un costume de travail. Et puis quand son chien ne travaille pas, on l'enlève. Quand le chien travaille, on n'a pas le droit de le caresser. Parce que la caresse, c'est une récompense, un remerciement pour le travail fourni. Voilà. Donc les animaux travaillent. Alors on le sait autrefois, les chevaux travaillaient, les bœufs travaillaient, etc. Mais les matières aussi travaillent. Le bois travaille, par exemple. Voyez. Donc la question du travail, c'est au-delà de la question de l'emploi et de la rémunération. Et donc les enfants travaillent aussi. Alors on a retiré le travail des enfants dans les usines, évidemment au 19e siècle, etc. C'est bien. Il y a eu la scolarisation massive à la fin du 19e, mais on a remplacé un travail physique dans des usines et autres par un travail intellectuel. Et ce qu'on enseigne aux enfants, dans l'état d'esprit, d'être un bon élève, donc un bon travailleur à l'école, c'est pas d'avoir des bons résultats, c'est de beaucoup s'investir. Si vous avez un élève de collège qui a 16 de moyenne générale, 17 de moyenne générale, et qui ne fait rien, qui ne bosse pas, eh bien, il sera moins félicité que celui qui a 12 de moyenne et qui travaille 2 heures tous les soirs en plus. Alors que quelqu'un qui travaille 2 heures tous les soirs pour avoir, je sais pas, 12 ou 13 de moyenne en 4e, c'est plutôt préoccupant, c'est-à-dire qu'il y a probablement des difficultés d'apprentissage. Eh bien, lui, il sera plutôt encouragé, félicité, alors que celui qui a 16 de moyenne et qui ne fait rien, va plutôt penser que finalement c'est un tir au flanc, que c'est un Jean foutiste et qu'il est là en dilettante. Et donc, dès l'école, on nous enseigne que le travail, c'est à la journée et puis le soir, et puis le samedi, et puis le dimanche. Si vous avez des enfants qui sont fin de collège ou au lycée,
et que tous les vendredis soirs, votre enfant lycéen ou lycéenne vous dit « j'ai rien à faire ce week-end », vous allez penser que les profs sont des mauvais profs, qui ne donnent pas assez de boulot. Parce qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui donne du travail à faire le week-end, pendant les vacances, évidemment. Si votre enfant n'a jamais de travail à faire le soir, ni le week-end, ni pendant les vacances, vous allez penser qu'il est avec des mauvais profs. Donc on a cette culture-là du travail en France, où le travail, c'est un investissement en temps. Il y a des enfants qui arrivent à très bien faire des exercices, ils doivent en faire 5 fois de plus parce qu'il y a 5 fois le même exercice à faire alors qu'ils réussissent le premier. Donc c'est du travail inutile, mais ils doivent quand même le faire. Et s'ils ne le font pas alors qu'ils réussisseraient bien, finalement ils sont sanctionnés. Donc on a ce paradoxe-là où d'un côté, à l'âge adulte, on nous dit « attention, le travail, c'est au travail, c'est pas à la maison. Hein. Il faut respecter le temps de travail, le temps de vie personnelle. » Mais ça fait suite à toute une scolarisation qui est au moment où on se construit, où on construit nos valeurs, où on construit nos modes de relation face au travail, où on nous dit tout le contraire. On nous dit « attention, le travail c'est à l'école, mais c'est aussi à la maison, c'est aussi le week-end, c'est aussi pendant les vacances. » Et il y a même des parents qui achètent des devoirs de vacances. Voilà, mon éditeur rigolait beaucoup avec ça parce qu'en fait, c'est le comble. C'est-à-dire que ce sont les vacances et ce sont les parents qui vont acheter des devoirs de vacances pour les enfants l'été. Et bien souvent, ils ne les font pas vraiment, ces devoirs de vacances-là. Donc on a ça comme paradoxe sur l'aspect société. Sur l'aspect juridique et droit du travail, on a un autre paradoxe qui est que si on regarde l'INSEE, le site de l'INSEE, eh bien, on s'aperçoit que le temps de travail moyen, donc ce n'est pas dans une profession, hein, c'est toute profession confondue, etc., le temps moyen de travail, lui, a diminué d'environ 350 heures depuis l'après-guerre. Voilà. Et si vous parlez avec des personnes qui ont 80, 90 ans, ils vont vous dire qu'en fait, quand ils ont commencé à travailler dans les années 50, 60, ben, ils travaillaient du lundi au samedi. Et ils ne travaillaient pas de 9h à 17h. Hein, ils travaillaient de 8h plutôt à 18h, 19h. Et c'était 6 jours sur 7. Et donc, progressivement, le droit du travail a réduit le temps de travail. Et juste pour avoir une idée, quand même, 350 heures de travail en moins par an, c'est 10 semaines de congés payés en plus à 35 heures. Ça fait ça. C'est énorme. Eh bien, si vous discutez avec ces mêmes personnes qui ont 80 ans, ils vous diront que quand ils travaillaient, quand ils étaient jeunes, il n'y avait pas de gens en burn-out. Il n'y en avait pas. Et donc, on est dans une évolution du temps de travail qui diminue fortement et avec un état de santé au travail qui se dégrade sur cet aspect-là. Alors, la santé au travail s'est nettement améliorée. Le travail est beaucoup moins pénible aujourd'hui dans de très nombreux métiers qu'il y a 70 ans. Évidemment, être soignant aujourd'hui dans un EHPAD, c'est beaucoup moins pénible qu'il y a 70 ans. Être maçon aujourd'hui, c'est beaucoup moins pénible qu'il y a 70 ans. Mais sur la question du temps de travail, eh bien, il y a une inversion, baisse du temps de travail et augmentation des états d'épuisement au travail. On pourrait penser que moins on travaille, finalement, plus on devrait être en bonne forme. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. Et lorsqu'on est passé aux 35 heures, j'en parlais avec un ami qui avait une TPE, et je lui disais, alors comment tu vas faire? Parce que passer aux 35 heures, tout le monde travaille, au lieu de 39-35 heures, quand vous avez 9 salariés, c'est l'équivalent d'un temps plein qui disparaît. Sauf que son entreprise, elle n'a pas augmenté son chiffre d'affaires en conséquence, évidemment. Donc il n'a pas pu embaucher, parce que le chiffre d'affaires n'était pas là. Mais quand vous avez une PME et que vous avez 40 salariés, c'est 4 temps plein. Et vous ne pouvez pas embaucher en conséquence 4 salariés. Donc le travail s'est densifié. En fait, on a fait la même chose, mais en moins de temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait probablement depuis quelques décennies quand même, avant le passage aux 35 heures. Oui. Avec une problématique supplémentaire, même si je ne suis plus concerné, Oui. c'est que quand vous travaillez 35 heures, vous êtes toujours payé 39, donc ça rajoute encore au coût, Oui. et donc à la pression mise sur le salarié. Ben oui, mais il faut que ça soit rentable quand même. Ben oui. Il faut que les 35 heures soient... 11% de plus. Voilà, c'est ça. La rentabilité, c'est Voilà. la rentabilité, c'est un report de rentabilité sur la personne, moyennant une diminution du temps de travail. On ne va pas aborder le sujet des 35 heures maintenant. Et voilà une belle explication. Tout à fait. Et quand on voit des candidats à la présidentielle qui proposent de diminuer encore le temps de travail, on peut s'interroger sur la qualité de vie au travail dans ce format à 32 heures ou 30 heures par semaine. On peut s'inquiéter parce que peu d'entreprises pourront embaucher en conséquence. C'est la même oublié les 35 heures en place. Oui. Non, mais
moi j'ai travaillé dans une administration et je peux vous dire que lors de la réduction du temps de travail, les chefs ont embauché des contractuels, des chargés de mission, etc. Bon, et aucun personnel de petite catégorie. Bon, ils ont complètement... la loi sur la réduction du temps de travail a été complètement dévoyée de son objectif, quoi. Et puis alors, d'autre part, la réduction du temps de travail, c'est tout à fait bénéfique parce que il ne faut pas dire « Ah ben oui, mais comme on vit plus longtemps, eh bien, n'est-ce pas, on peut travailler plus longtemps. » Ben, si on vit plus longtemps, c'est parce que justement les conditions de la santé des gens, l'hygiène des gens, etc., s'est améliorée. Et si on dit « Ah ben oui, mais on peut vivre jusqu'à 80 ans, donc on va prendre sa retraite à 70 ans », ben, c'est tout à fait un raisonnement qui prend sur le populo moyen, mais qu'il ne faut pas, qui tout à fait, c'est un non-sens. Il faut continuer à diminuer le temps de travail pour que tout le monde puisse travailler. Étant donné qu'il y a 5 ou 6 millions de chômeurs, ça me paraît évident. Alors, je ne sais pas si moi je vivrai jusqu'à 80 ans ou 90 ans, ça je ne sais pas. En tout cas, les gens qui ont 80 ans, 90 ans aujourd'hui, ont démarré leur activité professionnelle sans être aux 35 heures. Hein, ils ont démarré à une époque où le temps de travail était quand même beaucoup plus élevé. J'espère vivre 80 ans, j'aimerais bien. Et voilà, mais je ne sais pas si ça sera grâce à mon temps de travail, qui est plutôt au-dessus des 35 heures, soyons honnêtes, ou plutôt grâce à la médecine, à l'hygiène, etc., qui s'est développée. Voilà. Donc il y avait ce paradoxe-là sur le temps de travail. Et puis, sur le burn-out, en fait, parfois on peut penser que le burn-out concerne peut-être les hommes qui ont des postes à responsabilité plus que les femmes, parce qu'il y a quand même en France cette situation où les hommes aiment bien garder les postes à responsabilité et pas les déléguer aux femmes. Il y a pas mal de femmes, quand même. Il y en a beaucoup de femmes, de plus en plus. Et à quoi? Parce qu'elles travaillent aussi à la maison. En burn-out ou au poste à responsabilité? En poste et en burn-out. En poste à responsabilité, il y en a de plus en plus. Si on prend le rapport Golac, par exemple, il y avait 11 hommes et 9 femmes, je crois, presque la parité. Et il y a eu 2 rapporteurs, un homme et une femme. Et c'est le rapport Golac, de monsieur Golac, pas de madame. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup dans les comités de direction, il y a un certain nombre d'hommes. Et on pourrait penser que le burn-out touche plutôt les hommes parce qu'ils sont mis en avant au niveau du travail. En fait, pas du tout. L'enquête que j'ai faite, et c'est la même chose dans les pays francophones dans lesquels j'ai enquêté, ça touche plus les femmes que les hommes. Et à ça, il y a plusieurs causes possibles. Il y a le fait que les femmes cumulent 2 journées la plupart du temps, la journée de travail et la journée à la maison. Parfois, c'est une deuxième journée à la maison qui est très lourde quand elles sont seules avec des enfants, parce qu'on est encore dans une situation où il y a plus de femmes à avoir les enfants à la maison quand il y a une séparation conjugale que les hommes ou qu'une résidence alternée. Donc il y a cet élément-là. Avec une responsabilité à la maison qu'ils ont en plus oui. Souvent. Charge mentale, donc qui est plus lourde que celle des hommes, parce que ce sont souvent elles. Quand il est vraiment en pause, non mais c'est pas méchant, mais il prend moins en compte. C'est un constat. C'est un constat, les responsabilités familiales. Et donc les femmes ont une charge mentale plus lourde sur ce côté-là. Ouais. Il y a le fait que pour qu'une femme puisse réussir professionnellement, elle doit faire plus qu'un homme. Il y a une avocate un peu connue qui a quitté l'avocature, qui racontait qu'elle a été embauchée dans un cabinet avant son collègue. Donc elle a un collègue homme qui a été embauché après elle. Et elle s'est rendue compte, plusieurs années après, que bien qu'elle était mieux classée au concours, qu'elle a été embauchée avant, elle était payée 1 000 € de moins par mois, quand même. Voilà. Donc on a cet élément-là qui fait que les femmes doivent prouver davantage et s'investir plus, et avec un effet plafond de verre qui fait que, en fait, pour un certain nombre d'entre elles, elles vont être bloquées par la jante masculine sans qu'elles le sachent. Et dans l'enquête que j'ai menée, beaucoup de femmes
finalement sacrifiait la vie familiale, au sens vraiment du sacrifice, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de vie familiale. Elles ne faisaient pas d'enfants, elles se consacraient à leur carrière, et à un moment donné, après un long investissement, beaucoup de temps de travail passé, elles n'obtenaient pas les postes qu'elles attendaient et elles voyaient des collègues hommes les obtenir avec moins d'investissement. Et là, il y a un constat d'injustice. Et à ce moment-là, oui, quand il y a en plus une grande fatigue qui est présente, etc., il y a ce risque de burn-out, voilà. Et avec un épuisement qui est là. Et donc, il y a ces éléments-là qui sont sociologiques, qu'il faut mettre en avant et accompagner les entreprises quand même pour qu'il y ait une plus grande parité et qu'il y ait une égalité homme-femme qui fait partie du Code du travail, etc. Hein. On l'a partout et s'associe aussi à la qualité du travail dans certains articles du Code du travail. Voilà, donc c'est ces paradoxes et d'autres que je développe dans ce livre, Paradoxe du burn-out. Mieux comprendre les dessous de sa mécanique, c'est le sous-titre, parce qu'en fait, ça constitue une sorte de terreau qui va être propice ou favorable à un éventuel burn-out, sachant que dans un même service, dans une même entreprise, vous avez 10 personnes qui font le même travail avec à peu près la même charge de travail, et les 10 ne feront pas un burn-out. Un en fera peut-être un et pas les autres. Donc il y a aussi des facteurs probablement individuels qui sont convoqués. Mais la part la plus importante, c'est l'organisation du travail. Le travail doit être adapté à l'homme avec un grand H, à l'humain, et non l'humain adapté au travail. Et donc si on adapte bien, c'est-à-dire si on fait une bonne prévention des risques psychosociaux, eh bien on va avoir des conditions de travail qui vont préserver la santé des travailleurs et donc qui vont éviter le burn-out. Les travailleurs en plus vont être en général plus efficaces, plus performants quand ils sont dans des bonnes conditions, qui sont Tout à fait. Tout à fait. Ça, on est pour faire comprendre ça aux employeurs. C'est difficile, effectivement, de faire entendre à des employeurs que finalement des équipes qui vont bien, ça lui fait gagner de l'argent. Oui, ça, ils n'y croient pas. Et parfois, c'est difficile. Et c'est toujours difficile de chiffrer le coût d'une équipe qui va mal. Voilà. Alors que ça serait bien. Oui. Parce que là, on sera encore confronté à un énorme problème de distorsion dans les entreprises entre les grands groupes structurés avec des vrais services d'écoute du personnel type ressources humaines et la PME, voire petite entreprise, qui elle n'a pas cette structure et qui fait travailler ses salariés parce que naturellement. Et je pense qu'il y aura encore un grand décalage entre ces grandes structures qui sont parfaitement équipées et qui sont aujourd'hui... Pas tout à fait d'accord. Ça dépend. En fait, c'est une question de volonté, de décision. Il y a des grands groupes qui, effectivement, mettent en avant la prévention des risques et puis le développement de la qualité du travail avec des outils, etc., qui sont vraiment là et qui aident les équipes. Et puis, il y a des grands groupes qui ne prennent pas soin de leurs salariés. Il y en a. Dans le discours, ils parlent de bien-être, de qualité de vie au travail. Oui. Et dans la pratique, on voit que c'est plus compliqué à mettre en place. Oui, j'interviens dans des entreprises pour de la formation sur les risques psychosociaux. Et il n'y a pas longtemps, je formais des cadres dirigeants et on me disait, cette formation c'est bien, mais est-ce que ça va être simplement du saupoudrage pour dire on a fait quelque chose ou est-ce qu'on va mettre en application? Ça existe. Et dans les petites entreprises aussi, il y a des petites entreprises où la qualité de vie au travail n'est pas du tout l'enjeu, l'intérêt primordial du chef d'entreprise. Et vous avez... Non, elle n'est pas là du tout. Et il y a des petites entreprises où c'est à la base du management et de l'organisation du travail. Tout ça, ça dépend de la volonté de chacun. Après, il y a des possibilités d'améliorer les conditions de travail assez simplement et qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. Dès qu'on commence à parler de l'organisation du travail, ça les gêne, quoi. Dans les managers, au niveau des managers, au niveau des directeurs. Qu'est-ce qu'on vient bouger là? De quoi on parle? C'est pas évident. Mais il y a souvent, et on a vu ça avec le premier confinement, où le télétravail a été massif, il y a de la part des managers une crainte que finalement les équipes ne soient pas assez autonomes. Et dans le premier confinement, on a vu, parce que je faisais les entretiens à ce moment-là, et donc les managers, les RRH, etc. m'en parlaient,
ils avaient quand même la crainte qu'il y ait des télétravailleurs qui ne fassent pas grand-chose à la maison. Ouais. C'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire. Il y a eu un surinvestissement Ouais. avec un Les épuisement, pauses, ils mangeaient avec, effectivement, pendant ouais. C'était énorme. entre autres par la crainte D'être fliqué, quoi. que l'on pense qu'ils ne travaillaient pas. C'est ça. Et donc, il y a des études qui montrent qu'à priori, il y aurait quand même 20% de productivité en plus C'était énorme. pendant cette période-là, Énorme. ce qui est beaucoup, ce qui a contribué quand même à l'augmentation de la fatigue. Donc, la question du management est une question délicate, hein, Ouais. effectivement, mais il y a des gens très, très à l'écoute de ça et qui ont conscience que le bien-être et la santé des salariés, c'est primordial. Ouais. Moi, j'ai été surpris pendant cette enquête d'avoir au téléphone ou en visio des managers, des RRH ou des DRH qui me disaient qu'ils savaient qu'ils avaient des salariés qui allaient trop loin, qui étaient en état de fatigue avancé, ils craignaient pour leur santé, ils rappelaient à leur cadre de ralentir et ils n'arrivaient pas à les freiner. Et ils ne savaient pas comment faire pour les freiner. Et il faut sortir de cette vision manichéenne du burn-out avec l'employeur, le méchant, et le salarié, la pauvre victime. Non, faut pas. Ça se joue à deux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, c'est complexe, ça se joue à deux. Il y a vraiment la plupart des managers, des RRH, des RH, chefs d'entreprise aussi, que j'ai eu au téléphone pour ces entretiens, étaient soucieux du bien-être des salariés, veillaient à leur santé et étaient inquiets pour certains salariés. Et ils ne savaient pas comment faire. Voilà. Ouais. Puisque les médecins ont du mal à quantifier ou à expliquer les choses, est-ce que justement ce phénomène ne risque pas d'avoir beaucoup de difficultés à être reconnu à terme? Parce que même les médecins du travail sont pas très. C'est quand on envoie un salarié qui est soit pas loin du burn-out, où on sent qu'il n'est pas bien, ou qui est en burn-out, on peut l'envoyer au tout début. Eh bien, le médecin du travail, autant comme une autre maladie professionnelle, comme vous dites, qui est reconnue, etc., je sais pas, moi, une TMS, un trouble musculo-squelettique, où là, tout de suite, il va faire maladie professionnelle, etc. Et pour un burn-out, ça va être beaucoup plus compliqué. Même les médecins du travail ont du mal à qualifier de burn-out En fait, comme un risque professionnel. alors la difficulté, c'est que ce n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles, Ouais. déjà. Ça, c'est quand même une première difficulté. La deuxième, c'est s'il voit le salarié lorsqu'il n'est pas épuisé, il n'est pas en burn-out. Il est en état de fatigue, mais il n'est pas en burn-out. Et quand il est en burn-out, il ne le voit pas. Ben oui, souvent. Il le voit au moment de la reprise, la plupart du temps. Ouais. Et Ah non, quand il reprend le travail, c'est souvent un mi-temps thérapeutique. Et il n'est plus en burn-out, en tout cas plus suffisamment pour pouvoir qualifier de burn-out. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Alors, j'ai enquêté beaucoup de médecins de travail aussi. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu des réticences. À la fin du livre, il y a le nom des personnes avec qui j'ai eu des entretiens. Il y a des médecins du travail qui ne voulaient pas être cités. Pas leur nom parce qu'ils craignaient pour leur rapport avec les entreprises. Donc leur difficulté, c'est ça, c'est-à-dire que c'est comme souvent les avocats en droit du travail, ils voient les salariés trop tard. C'est-à-dire quand les problèmes sont déjà bien cristallisés, ils ne les voient pas au tout début de manière à défaire les difficultés. Les médecins Alors du que travail est pareil. Plus les burn-out vont être reconnus comme professionnels, au bout d'un certain temps, c'est comme ça que ça marche les maladies professionnelles, au bout d'un certain temps, Ça va passer dedans probablement. Mais il faut Alors, vraiment passer beaucoup de temps. C'est compliqué parce qu'il faudrait une forte évolution. C'est ça. Parce que autant un trouble musculo-squelettique, on peut analyser le poste de travail, c'est physique, c'est observable, C'est ça. on peut le mesurer, on peut le quantifier. Autant une surcharge de travail, c'est plus difficile parce que le collègue à côté, il peut l'absorber peut-être cette charge de travail, et pas lui. Donc il y a des facteurs qui sont difficilement quantifiables. Oui. Le facteur émotionnel dont vous avez parlé tout Oui. à l'heure est d'autant moins quantifiable Oui. que c'est la parole du supérieur hiérarchique contre la parole du concerné. Oui. Et dans la plupart des cas, la RH n'est pas forcément à l'écoute de la personne qui... Oui, tout à fait. Ouais. Ça c'est une difficulté. On a quand même la difficulté dans certains environnements professionnels quand même de pouvoir
dire d'un manager qu'il n'a pas forcément la compétence ou l'attitude attendue par une équipe de travail dans l'environnement dans lequel on évolue. Alors on a un problème avec... En France, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, excusez-moi, mais j'ai quand même une question à poser, c'est est-ce que en France, on note l'agent est noté par son supérieur hiérarchique, à l'inverse, le supérieur hiérarchique est noté par son supérieur hiérarchique. On ne demande pas aux agents qui sont en charge du manager ce qu'ils pensent de leur manager. Il y a des entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui font ça, où il y a une co-évaluation, en fait, à la fois du management et des personnes managées. Non, pas souvent, mais il y en a qui sont dans ces pratiques-là, où finalement, la difficulté du management, dans certaines entreprises, c'est que vous avez des personnes qui sont des bons techniciens, même des très bons techniciens, et donc on leur propose une promotion, et on les fait devenir managers. Or, les compétences pour être un très bon technicien sont des compétences techniques, mais le management, c'est autre chose. Et il y a souvent, de ce côté-là, soit ce n'est pas le bon casting, soit il y a un déficit de formation. Et il faut accompagner les personnes qui prennent des fonctions de management, il faut les accompagner par de la formation, et pas qu'une fois, il faut vraiment une formation continue, ça c'est important. Mais je pense que la dépression, moi, longtemps on entendait parler de dépression. Une dépression, on voyait quelqu'un craquer au travail. On la voyait pleurer, ou pas bien, vraiment un mal-être. Que le burn-out, non, le burn-out c'est beaucoup plus, comment dire, sournois. Et puis je pense que la personne, on a eu notre fille comme ça, elle travaillait dans un gros groupe, et je lui disais, elle me disait, maman, je ne peux plus tenir un stylo. Mais je lui disais, pourtant j'étais sa mère, elle ne m'entendait pas, elle me raccrochait au nez, alors qu'elle était pas loin du burn-out, pourtant il y a peut-être 10 ans. Moi je suis dedans là. Ah, vous êtes dedans. Moi, je suis Et je dedans, lui là. disais, mais elle n'entendait pas. Bon, on a eu de la chance, elle est partie, elle a claqué la porte, elle a dit au revoir. Puis elle m'a dit, plus jamais ça, parce qu'elle a sûrement un caractère assez fort. Je ne tenais plus un stylo à 7h30 du matin. Je me dis, mais donc c'est beaucoup plus sournois, parce que la personne qui est en burn-out, elle ne se voit pas. Et puis comme elle veut faire bien, ou il veut faire bien, elle se dit non, moi je suis fort, je vais y arriver, mais il ne voit pas son épuisement. Que la dépression, on en a vu des personnes, moi j'en ai vu, forcément tout le monde je pense autour de nous, on les voyait pleurer, on les voyait craquer, plus de force, mais c'était beaucoup plus que le burn-out, on ne se voit pas partir. C'est une chute brutale. Oui, ce qui est caractéristique dans le burn-out, c'est ce côté brutal, où il y a un effondrement généralement qui est très inattendu. Et avant cet épuisement, il y a une phase qu'on appelle la phase de burning, où la personne augmente, et généralement dans cette phase-là, il y a une augmentation du travail et il y a une augmentation de consommation de toxiques, c'est-à-dire que la personne va se doper avec de la caféine, avec de la nicotine, qui, elles, agissent sur la dopamine dans le cerveau, justement, pour stimuler les capacités d'attention, de concentration de travail. Si elle a la chance d'arrêter et de ralentir avant l'épuisement, tant mieux. Certains ne ralentissent pas, et c'est brutal, effectivement. Les personnes que j'ai pu voir en situation de burn-out, la veille, elles travaillaient très bien, et personne n'allait dire « demain, on ne verra pas parce que tu seras au lit ». Oui, c'est brutal, tout à fait. Et après, la descente, elle est bien profonde, et pour vous remonter, et ces gens-là ne reviennent jamais pareil au travail. Alors, c'est pas toujours, ils ne peuvent plus refaire ce qu'ils faisaient avant, pareillement. Il y a souvent, effectivement, quand même des séquelles durables sur les capacités de temps de travail, d'attention, de concentration. Sur ça, il faudrait faire un peu de recherche et voir si la prise en charge qui a été faite permet de récupérer suffisamment ou pas. Parce que si notre cerveau a une dopamine qui est épuisée, et ça se dose la dopamine, si ça s'est épuisé et qu'on reprend le travail alors que ce n'est pas vraiment remonté à niveau, notre cerveau n'a pas ce qu'il faut pour bien fonctionner. Donc il reste une fatigue cognitive quand même. Donc ça c'est à approfondir. Certains changent de voie, d'autres reprennent dans la même entreprise, d'autres changent d'entreprise. Effectivement, oui, il y a plein de cas de figure. Ouais. Alors il faut faire... Ça fait prendre conscience de certaines choses, je pense. C'est dur à prendre conscience, mais oui, c'est vrai. Oui. Je pense. Alors moi justement, j'ai ma fille là. Oui.
soi-disant en burn-out. Ouais. Elle a vu son médecin hier, antidépresseur, anxiolytique. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'autre. C'est le cocktail de base, oui. C'est ça. Voilà. Donc, C'est ça. Alors si elle a un épuisement psychique, cognitif, tel que c'est décrit dans la description médicale, ça ne va pas tellement l'aider. ça ne va pas l'aider. Pas beaucoup, non. Non, non, non. Donc le repos est nécessaire, l'arrêt de travail. Mais pour que ça revienne naturellement, ça prend des mois et des mois. Et c'est souvent des personnes qui justement s'investissent, sont très compétents, qui sont très investis dans leur travail. C'est souvent ces gens-là. Et elle ne voulait pas en entendre parler. Oui, 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 il y a un déni. Il y a un déni de ça. Oui, 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 oui. Ouais. Oui, si on a l'idée que le burn-out arrive au plus faible, c'est faux. Hein, ça arrive au plus fort en général. En général, c'est plutôt les plus forts qui en font le plus, à qui on en donne le plus parce qu'ils en font le plus, qui finalement n'arrivent pas à dire stop, n'arrivent pas à préserver leur santé et vont jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. Ouais. Oui, ils consument tout. Ouais. Mais je pense que le burn-out, votre fille, je pense qu'elle va arriver à un moment, justement, elle n'en peut plus. Je pense que là, c'est un moment pas facile, donc je pense qu'il faut être à l'écoute. Je ne suis pas docteur, hein. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Et puis, à un moment, elle va reprendre des forces. Puis elle va se dire, moi, si elle est bien entourée, il faut être bien entourée, je pense. Ouais, mais elle est forte. même ça, Et après, quelqu'un qui elle est fera vraiment... autre chose. Même quelqu'un qui est vraiment... faut laisser beaucoup de temps. Oui, il faut laisser du temps. Je dis pas le temps. Énormément. Non, moi, j'ai une amie qui a fait ça a quand même mis plus d'1 an et demi. Parce Oui, qu'elle est bon. un petit peu mieux, légèrement. Ouais. Et elle a fait une rechute, comme vous disiez. Ouais. Ça, je ne savais pas, mais... Oui, oui, les rechutes, c'est fréquent. Oui. Là, en fait, si vous voulez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein, c'est un principe de base. Hein. Donc, si dans le rapport au travail, parce qu'il y a la question du rapport au travail qui est convoquée, si dans le rapport au travail, il n'y a pas un changement suite au burn-out, on repart avec les mêmes éléments de base. Alors, si on a la chance d'être dans un environnement professionnel plus bienveillant, on va peut-être en être préservé. Mais si on est dans le même type d'environnement professionnel, on est exposé au même danger, avec le même niveau critique, et les dommages seront les mêmes. Donc il faut qu'il y ait un remaniement. Suite à un épuisement comme ça, il faut revoir son rapport au travail. C'est important. Oui. Statistiquement, le burn-out concerne plus du personnel de bureau, du personnel de staff en général, des commerciaux, qui sont soumis, eux, à une énorme pression, avec une énorme fatigue, parce que vous roulez la journée. Est-ce que statistiquement, on sait quelle est la catégorie socio-professionnelle la plus touchée? Moi, je n'ai pas de données sur ça. La difficulté avec le burn-out, c'est que comme il n'y a pas de diagnostic médical, c'est difficile d'identifier et de suivre les personnes. Donc on peut avoir que des témoignages, des enquêtes. Donc ce sont les personnes qui veulent bien. Dans le cadre du travail d'enquête que j'ai fait, on est sur des personnes qui ont ce type de profession-là, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maçons, par exemple, il n'y avait pas d'ébénistes. Voilà. Par contre, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des professions libérales. Ouais. Et des chefs d'entreprise du bâtiment, par exemple. Qui, c'est le cas typique, hein, qui sont des très bons artisans et qui travaillent tout seuls. Et ils sont très bons, ils ont plus de commandes, ils embauchent. Ils embauchent 1 gars, 2 gars, 3 gars. Ils se retrouvent à la tête d'une petite entreprise, sans formation de management, sans la formation en compta, etc. qui va avec. Donc ils font tout. Ils font la compta, ils font la communication, l'organisation du travail, ils supervisent les chantiers, ils gèrent les stocks. Comme une autre entreprise. Et ils font tout. Et moi, j'en ai vu un comme ça, qui était arrivé à 4 salariés, et il travaillait 80 heures par semaine. Et donc, tous les quelques mois, il craquait, il partait au bord de la mer tout seul pendant plusieurs jours, et il revenait. Voilà. Et donc, l'accompagnement a été de l'amener à s'organiser autrement. Donc, il est allé suivre des formations pour le management, pour l'organisation du travail. Il a modifié ses tarifs aussi, parce qu'il était avec des tarifs qui étaient en dessous de ce qu'il méritait et qui ne permettaient pas de lui dégager du temps. Et donc, le fait d'augmenter ses tarifs lui a permis de se dégager du temps et donc d'être moins sur les chantiers et plus à l'organisation. Et ça va mieux. Mais on voit ces personnes-là, oui. J'ai vu des avocats, beaucoup aussi, des médecins, évidemment, le personnel soignant est fortement touché. Hein.
d'autant plus avec cette pandémie où il y a quand même un bon nombre de personnels soignants qui ont soit quitté le métier ou qui ont changé de lieu d'exercice et des équipes qui sont en sous-effectif et qui n'arrivent pas à recruter. Et c'est ancien et ça s'est quand même fortement aggravé là. Est-ce que dans les pays francophones que tu as eu Oui. l'occasion de visiter, entre guillemets, c'est appréhendé de la même manière? Est-ce qu'ils sont en avance pour certains sur cette façon d'appréhender la maladie? Il y a plein de facteurs qui interviennent sur cette question-là, en fait. C'est-à-dire que il y a la question du rapport au travail. Comment est-ce qu'on considère le travail dans notre vie et comment on se considère soi-même dans la question du travail, qui peut être différente d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, hein, évidemment. Il y a les aides sociales, c'est-à-dire en France, on a quand même un État-providence très développé. En France, on peut être en arrêt de travail 2 ans, être avec une indemnité, être au chômage avec une indemnité pendant environ 2 ans. On peut avoir une rupture conventionnelle. Il y a des pays où il y a 10-11 mois d'indemnité chômage, c'est tout. Ah, évidemment, on n'envisage pas la chose de la même manière. Quand on peut avoir 2 ans ou quand on n'a que 10-11 mois, comme au Québec, ou quand on n'a que 6 mois, par exemple, comme au Maroc, je crois, ou quand on n'a rien, au Sénégal, par exemple. Et au Sénégal, j'ai eu des entretiens avec des responsables de ressources humaines qui, eux, étaient dans une situation de fatigue très élevée et ils savaient que s'ils allaient jusqu'au bout, ils seraient en burn-out. Mais en burn-out, pour un Sénégalais, c'est pas d'indemnité de maladie, pas d'indemnité chômage. Donc il n'y a plus rien, on est à la rue. Donc il faut s'arrêter avant. Et donc le fait d'avoir des conditions d'accompagnement social, de soutien social très fortes ou très légères ou inexistantes, modifie le rapport au travail. Et donc les signaux d'alerte, ils ne s'allument pas au même moment. Ils ne s'allument pas au même moment. En France, on a quand même cette injonction du CDI, avec l'idée que quand on a un CDI, c'est un peu comme pour le mariage, hein, c'est pour la vie. Alors le mariage, on sait bien que ce n'est pas pour la vie, hein, on peut divorcer. Et le CDI, c'est pareil. On peut rompre un CDI, c'est quand même assez simple de rompre un CDI. Mais il y a cette injonction au CDI à tel point qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter des CDD. Et moi, j'ai un ami comme ça qui recrutait une secrétaire pour 6 mois parce qu'il y avait un congé maladie, il y avait 6 mois. Et les gens appelaient, les secrétaires appelaient et disaient bah alors c'est un CDI, ils disaient bah non, c'est 6 mois. Ils disaient ah bah non, moi je ne travaille pas pour 6 mois. Voilà. Donc il y a cette difficulté-là qui est que beaucoup de protection sociale, c'est important, c'est utile, c'est nécessaire. Et en même temps, ça fait qu'on a moins conscience des dangers parce qu'on a des filets de protection qui interviennent tout de suite. Vous n'allez pas bien, vous avez 1 semaine d'arrêt de travail, vous avez une indemnité. Selon les types de métiers, il y a 3 jours de carence, 1 jour, voire pas de jour de carence. Et oui, mais vous êtes indépendant, vous êtes médecin, vous êtes avocat. Il n'y a pas, vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Voilà, et ça démarre qu'au bout de plusieurs semaines, et donc on ne peut pas. Donc voilà, donc quand on est dans des pays où il y a ces soutiens sociaux-là qui sont nécessaires, mais qui font qu'on ne prend peut-être pas la mesure de la situation à temps, eh bien, tout à fait, effectivement, ouais, c'est le revers de la médaille. Une autre question sur les enfants. Oui. Parce qu'en France, je pense peut-être particulièrement, on éduque les enfants dès quasiment plus jeune âge à je travaille à l'école. On se demande finalement si c'est du travail, puisqu'il va falloir que tu retravailles en arrivant chez toi. Est-ce que, je le présente comme ça, mais est-ce qu'il y a des cas de burn-out chez les enfants liés à ces doubles journées? Oui. Ben oui, concrètement, oui. Moi, j'ai vu des lycéennes comme ça. Je pense à une lycéenne que j'ai rencontrée en décembre dernier. Donc, elle était en classe de première, ce qui serait avant une première S. Et donc, elle habitait en campagne. Elle avait du temps de transport le matin, le soir. Elle avait sa semaine de lycée. Et à la maison, on avait fait le compte ensemble. Elle faisait 35 heures de travail personnel. Donc elle rentrait, elle travaillait tous les soirs jusqu'à 11h minuit, le samedi matin, le samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Voilà.
Moi, je l'ai vue, elle était quand même dans un état de fatigue très avancé, quand même. C'était quand même très préoccupant, son état de santé. Donc, il y en a, oui, il y a des étudiants. Les étudiants en médecine, le nombre de suicides d'étudiants en médecine, voilà. Hein, quand on cumule et les cours, et les gardes, etc., oui, c'est... Ouais. Oui. Les médecins, vous disiez tout à l'heure que la dopamine pouvait se doser. Oui, doser. se doser, oui. La question est pourquoi les médecins ne demandent pas les dosages Parce que c'est pas dans la coutume, généralement, ils ne sont pas formés sur ça. Alors pourquoi le burn-out est de plus en plus connu? Pourquoi il y a une information Bien. générique et qui serait pas assez facile à faire? Il faudrait qu'il y ait des études médicales qui soient portées là-dessus et que lorsque quelqu'un est en épuisement, en burn-out, on fasse des bilans biologiques approfondis et très larges pour repérer justement ces éléments-là. Ce qu'on ne fait pas. En fait, quand quelqu'un est en burn-out, on prescrit un antidépresseur, un anxiolytique, et on attend de voir si ça marche. Voilà. Oui, si c'est ce que c'est, oui. Oui. Cela dit, pour certaines maladies, ça se dose. Hein. Vous savez, il y a plein de maladies où Mais oui, il y a plein de maladies où la dopamine est impliquée et où elle se dose. Mais pour cette situation-là, c'est pas forcément... Il y a un manque de formation, l'information Comment ils peuvent s'en sortir, ces gens-là, du coup? Antidépresseurs, ça ne va rien faire. Anxiolytiques, ça ne va rien faire. S'ils n'ont pas de... Alors, c'est pas systématique que ça ne fait rien parce que il peut y avoir une situation déprimée en plus. Donc là, ça va agir. Ensuite, il y a des antidépresseurs qui sont des stimulants et donc qui agissent sur la noradrénaline, qui est une évolution de la dopamine. Et donc, ça va quand même stimuler et aider. Mais ça ne va pas redonner les nutriments au cerveau, ça va agir sur ce qui est dans le cerveau. C'est la différence. Et donc, ça peut apporter une aide, mais pas forcément pour tout le monde, effectivement. Donc, c'est le repos, c'est... Oui, dans ce cas-là, c'est le repos. Le mieux est quand même d'avoir un diagnostic large, c'est-à-dire faire un dosage de ces neurotransmetteurs pour voir comment c'est dans le cerveau. S'il n'y a plus que 20% de dopamine, ce qui arrive souvent chez les gens en burn-out, il va peut-être falloir manger les aliments qui amènent de la tyrosine qui va permettre de faire la dopamine. Parce que cette dopamine, on la fabrique à partir de ce qu'on mange. Donc, il y a des aliments riches en tyrosine, et si ce n'est pas suffisant, il y a des compléments alimentaires qui sont des concentrés de ces nutriments-là. Donc, ça peut être pris, oui. Parce que j'imagine que quand on est en burn-out, même sans le savoir, ou en pré-burn-out... Ah, on le sait, quand on est en burn-out, on le sait. Alors, avant le burn-out... Avant, on ne le sait pas forcément. Mais... C'est-à-dire justement, lié à la fatigue, peut-être aussi une dégradation de la qualité de l'alimentation. Oui, il y a plein de choses avant. Hein. Souvent, il y a une augmentation des stimulants, hein, donc la caféine, la nicotine. Parfois, il y a une consommation de l'alcool aussi, qui à faible dose est stimulante et à forte dose est sédative et déprimante. Il peut y avoir des problèmes de peau, des troubles du sommeil, c'est très fréquent. Les troubles du sommeil, quand l'épuisement est associé avec un fort niveau de stress, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir... il y a des risques de maladies cardiovasculaires, des risques de diabète, etc. Donc, des prises de poids, effectivement, oui, tout à fait. Quand les gens sont en phase vraiment de burning et qu'ils augmentent la charge de travail, la quantité de travail, souvent le déjeuner saute. Et quand le déjeuner saute, eh bien, le cerveau est encore moins bien alimenté. Et le petit déjeuner, lui, il n'a pas le temps de passer aussi. Et donc, il y a une sous-alimentation qui augmente la fatigue. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc, il y a des signes d'alerte avant, mais qui sont généralement peu ou pas entendus, oui. Et encore, faudrait-il, même si on les entendait, faudrait savoir que c'est des signes précurseurs du burn-out. Il faut avoir l'information, au minimum l'information. Peut-être une formation dessus, mais au moins une information.